pirate. Radiopirate.com. Donc, je comprends que notre ami Timé a perdu son argent. Oui. L'argent que tu avais toi-même parié pour lui. Oui. Mais j'ai communiqué avec Timé durant le match. Il aurait pu faire un genre de cash-out à un moment donné. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il dit, moi non, moi je vais jusqu'au bout. OK. Ah oui, regarde, ça peut être oui. bon comme de l'autre. C'est ça, il va jusqu'au bout. Là. Regarde, la fin de match a été très bonne. Le début un peu lent, mais les défensifs ont fait un job extraordinaire. Anyway, regarde, probablement que tous les bilans sont faits dans votre tête. Et là, le plus long, c'est d'attendre au mois de septembre prochain pour le prochain match de la NFL. My God! Semblerait que... Ben, il y a eu beaucoup de choses au cours du week-end qui ont été jasées. Puis, comme je le disais dans le Prime il y a quelques minutes, c'est drôle de voir qu'on s'est quitté vendredi, puis on a parlé de ce qui est arrivé avec Tucker Carlson, l'entrevue avec Poutine, puis là, il y a eu tous les commentaires. On sait bien. Ceux qui sont pro-Carlson étaient contents, ceux qui sont anti-Carlson et anti-Poutine n'étaient pas contents, etc. Il n'est pas bon, il est acheté, il est ci et ça. Donc, rien de nouveau à se mettre sous la dent avec cette histoire-là. Et en l'espace de quelques jours seulement, après un week-end extraordinaire avec le Super Bowl et tout, on dirait que la nouvelle a comme pris le bord. Puis il est arrivé d'autres nouvelles au cours du week-end. OK? Il est arrivé d'autres nouvelles au cours du week-end. Puis une des histoires, je ne sais pas si ça touche le monde tant que ça, mais c'est surtout la réaction démesurée d'un peu tout le monde sur des commentaires de Trump ce week-end sur l'histoire de l'OTAN. OK? Je vais juste vous faire entendre ce qu'il a dit. Puis on va faire un genre de petit bilan de 1 minute là-dessus. Puis après, je vais vous faire entendre mon audio préféré du week-end. Asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Il faut avoir des chenolles grosses en sacrement pour sortir une patente de main parce que tu sais que l'armée d'analystes puis de journaleux et tout ce que tu veux vont te frapper puis là, ils vont sortir les grandes histoires puis t'es dangereux puis t'es épeurant. Juste, parce que là, je vois du monde. Hey, si jamais on est attaqué par les Russes par le Nord pour venir chercher nos territoires du Nord, pourquoi vous voulez les territoires du Nord? Pourquoi ils les veulent, les territoires du Nord? Pourquoi le Canada veut les territoires du Nord? Ou tu veux dire, pourquoi les Russes voudraient les avoir? Mais pourquoi nous, on veut protéger ces eaux-là? Pourquoi on aurait peur, avec Trump, que les Russes aient le feu vert pour envahir le Canada et son territoire dans le Nord? Pourquoi on n'a pas de quoi? On n'a pas de se faire enlever quoi? C'est pas un territoire. Le territoire, il n'y a rien à faire là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau-là? Il y a du fucking pétrole. Ben oui, il y a du pétrole. C'est ça l'histoire. Pétrole puis le passage. Et le passage. Et le passage va permettre de passer quoi? Des bateaux de pétrole. Voilà. Le passage. Et des bateaux de marchandises énormes. Parce que là, on se dit, un jour, il va faire assez chaud pour que le détroit en haut soit clairé de glace puis que les bateaux puissent passer par là. Oui, d'ouest en est. Donc, tu traverses le continent d'ouest en est par le nord. Ben là, un peu, là. Vous nous demandez de baisser le chauffage, vous nous demandez de dropper nos chars, vous nous demandez de ne plus prendre de paille, vous nous demandez toutes sortes d'affaires. Là. Et vous rêvez de voir les plus gros bateaux de conteneurs, les plus grands pollueurs sur la boule et de loin, passer sur notre territoire au nom de je ne sais pas trop quoi. OK, c'est un peu, là. C'est-tu variable, notre vision du monde, là? Notre vision verte et écologique du monde? Est-ce que c'est variable, ça? Puis l'autre histoire, c'est parce qu'il y a du pétrole à la tonne là-dedans. C'est notre pétrole. On veut le pétrole. Mais non, mais c'est parce qu'en 2030, je ne vais plus m'acheter de char au pétrole. Pourquoi tu vas avoir le pétrole? Laissez-le. Prends-le. Donne-le aux Russes, câlisse. Non. J'espère que les Américains vont nous défendre si un jour les Russes nous attaquent. Pas avec Trump.
Art of the deal. Qu'est-ce qui est arrivé? On l'a vu à Charlevoix, OK? À Charlevoix. Je vais toujours m'en rappeler. Charlevoix, Trump sort du Saint-Hubert. Trump est allé manger un genre de demi-poulet poutine, parce qu'il aime poutine. Donc, il a mangé demi-poulet poutine avec la salade à mayonnaise. OK, il a pris la crémeuse? Il a pris la crémeuse, puis probablement qu'il a fini ça avec un petit pudding chômeur. Ah oui. C'est un grand Coke diète. Avec Puis une là, après boule. ça, ils sont allés dehors, sont allés sur les tapis qu'on avait installés, des tapis synthétiques. Ils sont allés se faire poser là avec la vue sur le fleuve. Je vais m'en rappeler comme c'était hier. Mhm. Et c'est là où Trump a commencé à parler de NATO. En disant, hey, j'ai cœur en crise de ramasser le bill de NATO, moi, là. Comment ça que vous ne payez pas votre parti? C'est simple à comprendre. C'est un calcul bien simple. Votre PIB, donc votre PIB, c'est 2 %. Et là, finalement, on se rend compte qu'il y a plein de pays qui ne paient pas. Ah! Il y a plein de pays qui ne paient pas. Plein. Dont le Canada. Le Canada ne paie pas sa juste part à l'OTAN. Ce qu'on dit en anglais NATO. L'OTAN, NATO. Il ne paie pas. C'est une organisation de bullshitage. Organisation inutile. Peut-être qu'une organisation qui a aidé l'Europe à stabiliser la place pendant quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, l'OTAN, c'est un genre de patente utilisée pour provoquer des guerres et être certain qu'on produit beaucoup d'équipements militaires à coût de plusieurs milliards de dollars payés par nos poches. OK? Un estidario, là. Des affaires qui devraient disparaître, des affaires qu'on avait instaurées pour stabiliser l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On est quand même un peu loin de ça, là. Donc, the art of the deal, Trump dit, non, à partir de maintenant, si tu payes pas, moi, ça se peut short, là. Il a menacé de partir. Il a menacé de partir de l'OTAN si les gens ne payaient pas leur juste part. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait en fin de semaine? Il a crissé le feu volontairement en avertissant les pays qui ne paient pas, dont le Canada de Trudeau, que s'il revient au pouvoir, vous payez votre juste part dans l'OTAN ou soit que je crisse mon camp ou sacrément il arrive de quoi puis on ne vous défend pas. Art of the deal, j'adore. C'est le même que tu négocies. Pas en arrivant, ben oui, là, tu sais, des négociateurs un peu mous. Non. T'arrives, c'est toi qui prends le lead en partant. T'as le pouvoir anyway. Donc, bravo. Ça, c'est une de mes cotes du week-end. Mais je vous dirais que ma cote du week-end, ma vraie cote du week-end, ma vraie cote du week-end, c'est une émission de Télé-Québec. Hein? OK? Ouais. Ça, Ouais. c'est bon, Télé-Québec. Ben, écoute bien, je vais t'avouer que je suis même pas certain que je l'ai, là. Mais vive le web, on est capable de trouver des choses sur le web qui nous montrent J'en revenais pas, là. J'en revenais pas, sérieux, je me disais. Non, c'est un sketch, là. C'est un sketch, là. Je vois que c'est la même fille, je vois que c'est la bonne fille. Elle a peut-être pris un peu pris quelques livres, mais je veux dire, ça a l'air d'être la même fille que je connais, c'est Marie-Louise Arsenault. Ah, Marie-Lou. Marie-Louise Arsenault, qui nous parle de l'Alberta, parce que l'Alberta était un sujet hot la semaine passée. Même, je dirais, la semaine d'avant aussi, puis l'autre semaine, parce qu'il y a eu Tucker Carlson, il y a eu l'histoire sur les adolescents et leur droit de changer de sexualité alors qu'ils sont encore des enfants, etc. Sujet extraordinaire, où tout le monde s'entend pour dire que Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, a 250% raison sur comment amène la province. Les Albertains sont très chanceux de l'avoir. On vous salue d'ailleurs. Beaucoup de pirates proviennent de l'Alberta et sont là-bas en train de nous écouter. Vous pouvez être fiers de Mme Smith qui fait un job extraordinaire. Mais je veux dire de quoi? Mme Smith a fait capoter beaucoup de monde au Québec. On écoute ça. L'émission de Marie-Louise Arsenault, qui n'est pas la même émission que Radio-Canada en passant, que des fois tu nous fais écouter. C'est une autre émission un peu bizarre. Je ne sais pas s'il y a du monde qui écoute ça vraiment. Mais regarde, c'est le bout que j'ai pogné sur le web ce week-end. C'est vraiment drôle. Tu sais, un bout, là, tu te demandes, non. J'ai vérifié là, en passant. OK, c'est arrivé pour vrai. Là. C'est pas un montage. C'est pas fait par l'intelligence artificielle. Ça n'a pas été modifié. C'est d'origine. OK?
Pose ce soir un portrait d'elle en images. Donc, c'est elle qui arrive et qui devient première ministre de l'Alberta en 2022. Elle représente véritablement elle est vraiment une des figures de proue de ce qu'on pourrait appeler de nouveaux politiciens conservateurs post-COVID qui flirtent à la fois avec certaines théories du complot, mais réussit tout de même à fédérer des conservateurs plus modérés. Juste montrer Ouais. Donc, elle flirte avec les théories du complot. Ça, c'est la nouvelle affaire, là. Ça, c'est la nouvelle affaire. Toujours prendre les conservateurs, quelqu'un plus à droite, et toujours mentionner qu'ils flirtent avec les complotistes. C'est la nouvelle manière de dire que c'est des caves. Oui, c'est ça. Exact. Les preuves sont pas importantes. Les exemples précis ne sont pas importants. Il faut juste le dire. C'est le même maintenant qu'on le présente. Tu peux mettre soit extrême droite ou complotiste. On est dans le même sac de mots à la mode, des genres de buzzwords, pour être certain qu'on identifie quelqu'un comme étant un Christ de cave. Déclarations qui peuvent s'apparenter, disons, à des théories complotistes dans les dernières années de Mme Smith, sur les non-vaccinés, par exemple. En 2022, elle déclarait que les non-vaccinés étaient le groupe le plus discriminé de son vivant. Donc, le groupe qu'elle a vu le plus discriminé. Ça place un peu le personnage. OK, donc, dans sa déclaration la plus complotiste qu'elle a faite, elle a déjà dit que les gens qui étaient non vaccinés, c'était les gens les plus discriminés de sa génération. Wow! Hey, ils sont dans le complot, là. Ouais, OK. Il y en a d'autres qui vont dire non, moi, je pense que les LGBTQ, je sais pas trop quoi, sont plus discriminés. On peut faire un concours, là. Elle a dit ça pour elle, là. Elle pense que, elle, de son vivant, là, a fait tout elle a regardé tous ceux qui ont été discriminés, puis elle a dit j'ai jamais vu du monde être autant discriminé que ceux qui ont refusé le vaccin pendant le COVID. Comment ça peut faire d'elle une complotiste? Y a-tu quelqu'un qui pourrait m'expliquer ça, Colis? C'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est maintenant les buzzwords, les phrases chocs utilisées par sa gang de morons-là dans nos médias traditionnels. Donc, ça se passe à Télé-Québec, dans le show de... Je sais pas c'est quoi le titre, je pense que c'est c'est-tu les médias, c'est ça? Dans les médias? Dans les médias. On continue. Ce n'est que le début, là. Sur la guerre en Ukraine, elle a aussi affirmé que l'OTAN était en partie responsable de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Oh! Donc, il insinue, lui, qu'il n'y a pas de lien entre l'OTAN et l'invasion de la Russie en Ukraine. Ben, c'est la raison. C'est pas mal ça, là. C'est pas mal la raison. C'est pas mal beaucoup ça, là. C'est des territoires historiques et en même temps, ils veulent pas de base de l'OTAN dans le cul. Mais ça, exact. Mais c'est très complotiste, ça, là. Très complotiste. Non, tu dis, Chris. Puis l'autre est à côté, puis elle hoche la tête. Voyons! Ça, c'est vraiment des éléments de langage qu'on peut voir dans certaines parties de l'Internet très complotistes. Autre image puissante. Lors de la venue au pays de Tucker Carlson, animateur de Fox News renvoyé pour ses propos sur les élections, il a coûté très cher à la chaîne, il était de passage au pays. Et elle est allée parler avec lui sur scène. Elle a vraiment été interviewée par M. Carlson. Et l'image, c'est une photo qui a été partagée notamment sur X, où elle apparaît avec 3 hommes. Donc oui, Tucker Carlson, mais aussi le professeur et psychologue canadien très à droite, Jordan Peterson. Oui, qui est gauche cadre. Oui, exactement. Oui, gauche cadre, mais à droite politiquement. Et l'ancien mania de l'information, Conrad Black, fondateur du National Post. Il faut quand même rappeler qu'il a été condamné à 6 ans de prison pour fraude en 2007, gracié par Donald Trump, parce qu'il a écrit un livre qui lui rend hommage. Alors ça aussi, ça place un petit peu le... Tout est là. Tout est là. C'est poire. Payé par nos taxes, c'est plus capable, moi. Marie-Louise est en mission tout le temps. Marie-Louise est en mission. Elle est en mission. Marie-Louise, je l'ai connue. Là. C'est moi qui... La première job de média, c'est moi qui l'ai engagée. OK? Marie-Louise, qui était une amie de... C'était ma première femme, sa sœur, c'était son amie, puis elle me fait rencontrer Marie-Louise. Marie-Louise, c'est une fille brillante. Là. OK?
Je la voyais très à gauche, mais c'est une fille brillante. Ça se peut pas qu'elle soit devenue ça, là. Tu sais, tu peux être à gauche puis garder ton intelligence. Tu peux pas être de même, là. Tu peux pas faire des affaires aussi simplistes et caves. Ça, c'est facile, un peu stupide. Ah non, un peu stupide. Non, c'est vraiment cave. J'ai mal pour elle, sérieux. C'est devenu quasiment une joke. Donc, d'être à gauche de même maintenant, là, tu peux te permettre des affaires aussi moches, aussi soft, aussi... c'est niaiseux. Carrément niaiseux. Le point commun entre les trois, c'est qu'ils sont quand même très adeptes de la théorie du complot. Encore une fois, ça revient toujours. Sont les trois. Jordan Peterson, Conrad Black et Tucker Carlson, les trois sont des adeptes des théories du complot. Hey, ça, là, ils vont-tu débarquer? Les théories du complot. Ah non, ils débarqueront jamais. Les théories du complot. On était élevés là-dedans de notre vie, nous autres. Les Anglais veulent nous écraser et patendre de même. Arrêtez, je vais le faire. Autre image fracassante de Mme Smith, elle boit du Canada Dry avec une très longue paille. Mais tu sais, elle va s'en prendre véritablement à des petites choses très, très banales, comme les pailles en plastique, mais aussi, disons, aux grandes politiques écologistes du gouvernement Trudeau, que ce soit la taxe carbone. Elle est très, très remontée contre la taxe carbone. On va voir à l'écran des images de sa sortie dans les médias sociaux, une publication qui dure 7 minutes, Arnaud, où elle s'en prend à la théorie de genre. That's what she said. Wow! Tabarnache. Elle est contre la bourse du carbone, là. Elle est très, très, très contre la bourse du carbone. Puis elle est aussi contre la théorie de genre. Elle est vraiment dangereuse, cette femme-là. Là. Tabarnache. C'est le même qu'on est informé au Québec. Et je sais que ça marche. Ben oui, ça marche. Je sais que ça marche. Parler à n'importe qui de Tucker Carlson, maintenant, ils le connaissent au Québec. Ils le connaissent. Ils ont toute une idée sur Tucker Carlson. Ils savent tout, là. Ils se sont fait dire par Paul Larocque. Ils se sont fait dire par Luc Lavoie. Le Tucker Carlson, là, c'est un gros idiot, de gros imbécile, là. L'idiot utile. L'idiot utile, là, qui a été utilisé là, bien facilement là, par Poutine, qui l'a croqué d'une seule bouchée. Là. La Poutine. La Poutine, là. Alors, c'est de même qu'on est informé. Là. Ce qu'on vient d'arriver là, ça a été diffusé sur une télévision appartenant au gouvernement, mes amis. Là. Payé par nos impôts et nos taxes. Là. C'est peut-être drôle un peu, mais finalement, c'est pas bien drôle. Ça nous coûte, cette télévision-là nous coûte une couple de centaines de millions. Tu as vu la qualité de ça, t'as-tu? Hey, ça se peut pas, là. Ça se peut pas que vous n'êtes pas capable de trouver du monde plus brillant pour parler de Danielle Smith. Vous n'êtes pas obligé de dire qu'elle est bonne, vous n'êtes pas obligé de dire qu'elle est parfaite, vous n'êtes pas obligé... Mais ça, là, on dirait que c'est un job fait par un genre de travail un peu basique en secondaire 2, là. Télé-Québec devrait pas embarquer dans les affaires de même. Là. Il devrait mettre des films d'Astérix puis Belle et Bombe. Faire jouer de la musique. Il y a des patentes de musique, des affaires de même. Ils n'ont pas d'affaires dans... Ils n'ont pas d'affaires là-dedans. Ben non. Hey, on vient sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. Pirate. Jeff Fillion. Est-ce qu'on est prêt pour les Jerry's News Desk? Yes! Jerry's News Desk. Spécial. Voici les news de Jerry. Avec Jerry. Jerry, on commence avec quoi, mon ami? On commence avec le Carnaval de Québec. Oh! Oui. Tabarnache. Non, t'as peu, là. Non, c'est une très, très... Puis le Carnaval, il a fini dimanche, le 11. Je ne pas qu'il était commencé. 25 janvier au 11 février. Non, mais il y a eu... Et bravo à El Nino, super de beau week-end ce week-end. Donc, voilà. Les gens peuvent sortir dehors, prendre des marches. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire.
c'est que le carnaval, il y a eu plein de monde. Ah ouais? Donc, oui, non, c'est inimaginable. Les chiffres ne sont pas sortis encore. Là, Es-tu en train de dire, Jerry Pizza, là, que le El Nino, là, puis les températures douces, c'est bon, ça? Es-tu en train de dire que les températures froides, là, l'hiver, comme on connaît, que c'est plate et que ça brise toute la patente, là? Plus qu'il fait chaud au carnaval, plus que du monde qui y va, là. Ben oui. C'est aussi simple que ça, là. Ben. Tu vois ça, aller te geler le cul à moins 25 dehors? Non. Non. Elle dit que là, le monde sont allés au carnaval, sont allés prendre une marche, sont allés prendre l'air parce qu'il faisait 5 degrés dehors. Voilà. Plus qu'il fait beau, plus que le carnaval marche. Crissez-nous à paix, Chris, avec les changements climatiques. Veux-tu que le carnaval marche? Faut qu'il fasse chaud. C'est aussi simple que ça, là. C'est clair et net, là. Je pense que ça va être la meilleure... Les chiffres ne sont pas sortis encore. Ça va être les meilleures statistiques du carnaval depuis au-dessus de 10 ans, là. Pourquoi? Il fait beau. Il fait chaud. On se gèle pas le cul. C'est-tu le fun, ça? Ben, c'est fun. Mais ça, c'est pas compliqué. On prendrait El Nino à chaque année, en passant. À chaque année. Si c'est El Nino nous amène des hivers... On comprend qu'El Nino n'amène pas toujours la même affaire, dépendamment de comment les vents se déplacent, etc. Il y aura une bonne tempête de neige, d'ailleurs, sur la côte est américaine. Quoi, tu penses que c'est à partir de... C'est à partir d'aujourd'hui, je vais juste aller voir les images du radar. Donc, ça monte tranquillement, pas vite. Cette histoire-là, donc, arrive du sud-est, va monter. Donc, en ce moment, cette tempête, je pense, va se marier avec celle qui est dans le Missouri et l'Arkansas pour monter. Puis, il y en a un autre système qui descend du Canada, donc, qui amène de l'air froid. Donc, à partir de Washington, aller jusqu'au Maine, beaucoup de neige au cours des prochaines heures. Donc, vois-tu, El Nino, des fois, est bonne pour des places où ce qui fait froid. Elle nous amène du temps doux. Mais aussi, El Nino peut amener de la merde à bien des endroits. On a vu le Tennessee, on a vu un paquet d'affaires au cours de l'hiver. Donc, ça fait des changements. On a vu la Californie la semaine passée. On a vu les images du golf en fin de semaine au Waste Management Open du côté de Scottsdale, où les gars jouaient avec des tucs. Il a mouillé, donc il mouille dans le désert. Oui, mais ça, c'est un hiver El Nino all the way. Donc, les gens qui tirent une ligne à partir de là, pour justifier toutes les folies green en disant « Regardez l'hiver qu'on a, il faut absolument faire tout ce qu'on a besoin de faire pour empêcher ça. » Ça n'a rien à voir, là. Si vous aimez pour vrai la science, la science météo, la science du climat vous dit... Puis l'omission des scientifiques quand des gens de ce milieu-là parlent en dit long sur ce qu'ils sont dans le fond. Parce que ces gens-là devraient se faire le devoir de calmer ce monde-là. Tu peux pas prendre un hiver ou deux, ça n'a pas rapport. L'année prochaine, tu peux avoir un hiver très froid, tu peux avoir un hiver avec 450 cm de neige, puis ça ne voudra pas dire que le climat n'est pas en train de se réchauffer. Donc, calmez-vous les nerfs. Mais quand c'est de ce côté-là, ils les calment jamais même. Il est mieux être silencieux et les laisser faire leur job parce que dans le fond, d'eux autres sont en mission pour quelque chose. Donc, imagine-toi, mettons que Jerry Pizza, un jour, ça n'arrivera pas, un jour, il est nommé président du Carnaval de Québec. Puis dans la conférence de presse, il dit hey, « J'espère que cette année, il va faire chaud. » J'espère qu'on aura El Nino. Oui, j'espère que cette année, il va faire en haut de zéro. Oui, j'espère que le réchauffement climatique commence à nous donner des hivers le fun. Imagine-toi la face des journalistes. Hein? J'espère qu'il va faire chaud en haut de zéro cette année. Imagine. Quoi d'autre dans les Jerry News Desk? C'est une news, mais en réalité, il y a une réflexion derrière de tout ça. Tu sais, on se dit, nous autres, Québécois, on est Québécois, on est qui, nous autres, hein, les Québécois, puis on est qui? Les Québécois, là, on n'est pas des Européens. Les Québécois, on est des Américains. Oh, gros mot. On est des Nord-Américains. Puis je lisais une chronique, parce que en fin de semaine, tout le monde s'est rassemblé, c'est Super Bowl. Puis, mais est-ce que, tu sais, pour la gauche canadienne ou la gauche québécoise, qui est souvent anti-américaine, le Super Bowl, c'est comme une patente, là, tu sais, veut dire américain, puis tu sais, veut dire... Mais je regardais ça, là. Les cages au sport, plein de monde. Ils vendaient des billets d'avance, là. Ils vendaient des billets pour rentrer à la cage au sport. Je voyais que à Saguenay,
Il y a Jonquière aussi, puis à Alma, ils ont rempli des polyvalentes. Donc, les jeunes vendaient des billets, ils ont mis un écran, puis ils ont ramassé de l'argent pour le football c'est une bonne local. idée, on aurait dû faire ça, nous autres, à un moment donné. Mais ce que je veux dire, Jeff... Est-ce que tu te rappelles de ça qu'on faisait des gros parties dans le temps? Ben oui. Alors que le Super Bowl n'était pas en mode, qu'on faisait avec le Rouge et Or, des méga parties avec plein de monde. Ben oui. Parce que nous, c'est au moment où le CRTC empêchait les postes de TV de mettre les annonces américaines. Donc, on avait dit, on aura de la bière, de la bouffe pas chère, et on aura le feed original. Imaginez-vous, on défiait les autorités. Mais ça prouve une chose. Si tu remplis des gymnases de monde qui payent, oui, l'argent va pour le sport local puis tout ça, là. Mais si tu remplis... Mais ça fait sortir le monde. Trouve-moi un autre sport, un autre événement où ce que tu vas rassembler du monde, des citoyens là, qui sont là puis qui se rassemblent à 300 personnes, je ne sais pas trop... Seule autre affaire au Québec, play-off du Canadien. C'est la seule autre chose. Ouais. Pas de play-off du Canadien. Tout d'un coup, les Québécois n'aiment plus le hockey. Cage au sport, Boston Pizza. C'est ça. Peu importe. Vide. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Play-off du Canadien. Pas play-off de hockey, play-off des Canadiens, du Canadien. Mais tu vois que on a la preuve. Là. On a la preuve que les Québécois, on est plus américains qu'on pense. Tu l'as la preuve là. Le monde, il se déplace pour aller voir une game dans un gymnase. Là. Il y a plein de places qui ont fait ça, plein d'écoles qui ont fait ça. Là, j'ai trouvé ça. Hey, en passant, Jeff, Post Malone, là, qui chantait avant la game, là, il a perdu combien de livres? 60 livres. Toi, tu penses... As-tu le chiffre officiel ou c'est ton idée? C'est notre chum Dodu. OK. Donc, parce que moi, j'ai soulevé dans notre channel de sport que ça pourrait peut-être être l'Ozempic. Mais il aurait fait... Moi, je vais te lire ce que notre ami Dodu m'a écrit. Oui. C'est évidemment pas impossible qu'il y ait un mélange avec de l'Ozempic, mais il a raconté à Rogan au mois d'août, donc dans le podcast du complotiste d'extrême droite, Joe Rogan, en août, qu'il a eu un asti de wake-up call, c'est pas moi qui écrit, c'est Dodu, début 2023, ce qui lui a fait faire des changements dramatiques et drastiques dans sa vie. Il a coupé le coke et le soda energy drink, etc. Il en buvait une tonne. Et en plus, il y avait probablement d'autres choses, donc drogue, etc. Donc, il aurait perdu 60 livres. Wow! Non, mais vraiment, là, ça il n'est paraissait. pas plus beau, là? Non, pas plus beau, mais ça paraissait. C'est l'histoire de dents, c'est comme un peu épeurant. Je sais tout, c'est tel que tel, mais c'est les dents. Non, il a l'air d'un itinérant. Là. C'est ça. Ouais. Il a l'air un peu d'un itinérant. Les premiers 2-3 secondes, je l'ai pas connu. Moi, je le rencontre dans la rue, c'est sûr, je lui donne de l'argent. Quoi, t'as l'air sueur de barnage, par exemple? Ben non, moi, j'adore. C'est incroyable. J'adore. C'est les incroyable. collaborations qu'il fait. Il fait des collaborations avec tout le monde en plus. Ah oui, c'est une machine. C'est une machine. Une autre, Jerry? Juste pour compléter là-dessus, c'est que tu parlais de Ozempic, là. Mais la semaine passée, c'est une petite nouvelle de bourse, là, mais juste pour te montrer. Tu sais, quand je te disais que Novo Nordisk, ceux qui font l'Ozempic, c'est la plus grosse capitalisation boursière européenne. La semaine passée, c'est Lilly Eli qui est devenue la plus grosse capitalisation boursière en santé, je dis bien en santé, sur la bourse américaine. Donc, le piquage de bédaine, énormément d'argent à faire. C'est inimaginable. Ça ne s'est pas vu dans l'histoire de la bourse. Ça va mal finir. Ça ne s'est pas vu dans l'histoire de la bourse, des progressions comme ça. C'est inimaginable. Hey, c'était... Piquage de bédaine. Samedi, c'était l'arrivée du Nouvel An chinois. Oh! Oui. C'est la dernière fois qu'on célébrait le Nouvel An chinois, ils se sont promenés après ça partout dans le monde et nous ont emmené le marde. Ouais. Ça, c'est le nouveau virus chinois. OK. Ouais. Donc, ça s'appelle pas en 2020? Ah oui. Là, oui, c'est ça. Là, c'est l'année du dragon. L'année du dragon de bois. Donc, on est là-dedans. Sauf que c'est une bonne nouvelle parce que le dragon, c'est une année porte-bonheur. Donc, si vous avez des projets,
Là, je te parle de l'horoscope chinois. Là. Si vous avez des projets, c'est le temps de les faire. Donc, une année dragon, c'est une année pour commencer des projets. Donc, j'ai trouvé ça positif. C'est la science. Oui, c'est la science. Mais l'affaire, c'est que j'ai vu une vidéo du Nouvel An chinois, parce qu'il y avait comme c'est une vidéo d'une ville. Je ne sais pas c'est quelle ville, là. Une grosse ville chinoise. En Chine, c'est un village de 16 millions d'habitants. C'est ça, un village de 16 millions d'habitants. Mais c'était la nuit, parce qu'eux autres, le Nouvel An chinois, c'est à partir de minuit. Hein. Le coup de minuit, c'est la nouvelle année. Un peu comme nous autres, là. C'est la même chose. Sauf que nous autres... Nous, c'est le 31, du 31 au 1er. Eux autres, exact. Eux autres, c'est en fin de semaine, là, leur Nouvel An. Là. Mais pendant toute la nuit, OK? Toute la nuit, la ville était éclairée comme en plein jour. C'était des feux d'artifice pendant 5 heures de temps. Hey! Là, t'as un peu, là. Là, t'as une minute, là. Ouais. Là, t'as une minute, là. Là, t'as une ville comme Montréal. On voit qu'ils sont un peu arriérés, hein? Ouais, non. T'as une ville comme Montréal qui a un show de pif-paf de 15 minutes, ils viennent fous. Puis en Chine, t'as peu. Bon, c'est un peu l'ancien temps, là, les histoires de feux d'artifice, on va se le dire. Là. En Chine, ça, c'est une ville. Mais tous les villes sont comme ça. Jeff, c'est 5 heures de feux d'artifice non-stop. Ouais. Une ville. Dangereux pour provoquer d'autres feux, les sécheresses. Puis aussi, on s'entend que les émanations de ces feux-là provoquent des GES. C'est un peu irresponsable, mais on ne s'est pas surpris, c'est en Chine quand même. Ils ont-tu un stade olympique, eux autres? Moi? China! Non, mais eux autres, là, ils s'en crissent. On sait bien, Filion puis Monsieur Slice Pizza fait l'éloge de la Chine après avoir fait l'éloge de la Russie. Oui, c'est ça. En parlant de pollution, la Ville de Québec, je crois que c'est la semaine passée, les histoires de poêles et de foyers. La Ville de Québec, ça a brassé un peu, ses réseaux sociaux, mais ça veut dire il y a comme 2-3 greens à la Ville de Québec. Le maire, plus 2-3 autres gars, là, des gens de green. Là, le gars s'appelle Mathieu Alibert, je ne sais pas trop quoi. Ça s'est fait tuer au tournoi Pee-Wee, là-bas. Oui, il s'est fait tuer au tournoi Pee-Wee. Mais je n'ai pas entendu. Mais l'affaire, c'est que là, ils veulent réglementer, parce que là, ils veulent bonifier. Ils le méritent en tabarnak, peux-tu te le dire. Ouais. Là, ils veulent bonifier ça. Là, ils veulent s'attaquer aux foyers extérieurs. Oh! Donc, MC qui brûle des branches, qui fait le ménage. Ça marchera plus. Jerry qui fait des feux le soir avec sa blonde. Est-ce que ça inclut mon charcoal d'hier? J'ai fait un charcoal, un vrai de vrai, là, avec des briquettes et tout, pour faire cuire mes ribs pour le Super Bowl. Est-ce que c'est inclus là-dedans, ça? Je sais pas, y avait-tu de la boucane? Ben, je vais te dire une affaire que j'ai faite de bizarre quand je l'ai parti. J'avais des petites branchettes que j'avais ramassées, puis je les ai mis dans le fond pour partir le feu. Donc, ça fait un peu de boucane, là. Malade. Ils sont malades. Non, les feux extérieurs. Donc, mais qui continue, sérieux, qui continue à faire hein? À un moment donné, regarde, on est sur le bord que le monde en ait assez, là. Oui, on sent ça un peu, là. Eux autres, ils le sentent pas encore. Non, les foyers, ça fait ça. Ben, les foyers, on commence à le sentir, mais vois-tu, ils le sentent pas encore. Parce qu'ils sont isolés, ce monde-là. Oh, oui. Ils vivent dans une bulle. Puis je suis pas certain que c'est de se faire ruer au tournoi Pee-Wee ou va allumer. Donc, continuez de le faire. Mais à un moment donné, vous allez faire une affaire de trop. Et toute votre patente va s'écraser comme un château de cartes. J'ai hâte que ça arrive. Une autre dans les Jerry's News Desk. J'ai fait les news, mais les news sont mélangés. Là. Oui. Je ne suis pas un journaliste. Là. Je suis un peu indiscipliné. Là. Heureusement, il n'y a aucun journaliste dans cette équipe-là. C'est ça, j'ai pas une base de journaliste. Il y a Gilles Parent qui vient le jeudi, qui est officiellement un journaliste. Ah oui? Oui, de formation, pour vrai. Ah ouais, Mais moi, regarde, très fier de vous dire que j'en suis pas un. On l'a vu la semaine passée, la républicaine. La républicaine. Non, la républicaine. Ça, c'est déjà une fille méchante. Là. La fille du Missouri, là. Valentina Gomez. Valentina. C'est elle qui a fait de la torche avec les livres. Tu sais, elle a brûlé des livres. OK, la torche. Elle a brûlé un livre québécois, entre autres. Oui. Elle a sorti sa... Comment dire? C'est ça. C'est une torche, en fin de compte. Là. Elle a brûlé le livre. Là, l'affaire, c'est que
Ça, c'est épouvantable. Ça, c'est sûr. Là, on peut pas brûler des livres, surtout quand ils sont québécois. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a une bibliothèque à Montréal. C'est une bibliothèque juive. À Montréal, il y a une communauté juive. La communauté juive de Montréal. Cette bibliothèque-là a enlevé le fameux livre. Là. C'est un genre de dictionnaire de sexe là, pour les. C'est un dictionnaire sur la sexualité. Là. Écrite par l'autrice québécoise. Mais d'autres, le livre que la fille a brûlé aux États-Unis, la bibliothèque à Montréal, ils l'ont enlevé, la bibliothèque. Hey, là, c'est un scandale, là, c'est l'enfer. Puis là, mais l'affaire que j'ai trouvé bizarre, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais je voyais les manifestants en face de la bibliothèque de Montréal. OK. Puis il y avait beaucoup de manifestants qui avaient des drapeaux palestiniens. Oui. Oh! OK, ben là, un peu, la manif était pourquoi? La manif était on ne peut pas, tous les livres doivent être lus, on ne peut pas sortir les livres des bibliothèques. Puis, ouais, mais d'après moi, en Palestine, il y a beaucoup de livres qui n'existent pas. Là. Ben moi, je pense que dans tous les pays arabo-musulmans, le livre de le dictionnaire, là, québécois, là, il ne peut pas être dans aucun pays arabo-musulman. Là. Ben non. C'est un mélange de patentes. C'est quoi, c'est-tu parce qu'ils sont ignorants et caves qu'ils font des affaires de même ou sont tellement sont tellement fleurs bleues qu'ils s'en rendent pas compte? C'est quoi le... Moi, je pense qu'ils sont caves. Oui, mais mettons que je suis journaliste. J'en suis pas un. Mais mettons que je suis journaliste puis il m'envoie couvrir l'événement. Ah, c'est bon, j'aurais pas allé voir d'autres choses, mais il m'envoie là. Moi, la question que je pose aux gens qui sont là, qui ont un drapeau palestinien et qui ont un foulard d'en face, je lui dis, vous êtes ici pourquoi? Ah, le livre, puis les Juifs, puis ils sortent le livre de la bibliothèque. Mais là, tu te dis, pensez-vous que le livre pourrait être dans les bibliothèques dans tous les pays arabo-musulmans sur Terre? C'est une question qui se pose. Oui. La réponse est 0. Le livre, il rentrera. Le livre, ils ne pourront pas le brûler. Le livre, il dit jamais qu'ils vont le rentrer. Oubliez ça, là. Oubliez ça, là. Ouais, c'est que ça pas ça. L'autre histoire. Un peu avant. Il y a eu un texte dans la presse là-dessus de Isabelle Haché. Ah oui? Bon, Isabelle Haché, c'est une fille du Saguenay. Donc, le monde du Saguenay n'a pas peur. Puis elle n'a pas peur de se ridiculiser à peu près dans tous les textes qu'elle fait à chaque 2 jours dans la presse. Ça s'appelle le lance-flamme de l'ignorance. OK. Le lance-flamme de l'ignorance. Juste vous dire une affaire, OK? On l'a expliqué quand c'est arrivé cette histoire-là. Comment elle s'appelle, la dame? Madame Gomez. OK. Valentina. Elle représente la frange latino, OK, de son coin. Les attaquer comme des quoi qui sont ignorants, je sais pas, OK, ignorants. Eux autres, ils décident qui est ignorant, ils décident qui est évolué, ils décident de toute cette rapace-là. Ils m'énervent, ils m'écœurent. Mais la réalité, c'est tout autre que ça. Il y a dans notre société beaucoup de latinos de plus en plus. Puis il y a aussi une tonne de gens qui sont hyper équilibrés, qui ont les valeurs plus traditionnelles et qui veulent rien savoir de vos crises de livres, de détraqués, qui ont pour but de fucker nos enfants. La vérité, c'est ça, là. On fait des livres, j'ai vu des images de ce livre-là, regarde, c'est carrément pour fucker les enfants dans des âges où on ne doit pas leur parler de patente de même. À cet âge-là, ils ne sont pas rendus là. Beaucoup de gens mentalement dérangés dans notre société, dans nos politiciens, dans nos médias qui sont en train de crever. Il ne faut pas les laisser effacer les valeurs fondamentales, nos repères en tant que société. Les enfants, c'est pas tout joie le vert, ça c'est clair. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Moi, ça n'a rien à voir avec l'ignorance. Ça n'a zéro à voir avec l'ignorance. C'est une guerre de valeurs. OK? Valeurs traditionnelles, les latinos, beaucoup. Moi, je ne suis pas latino, toi, tu n'es pas latino, mais on a des valeurs plus traditionnelles. Puis eux autres, ils n'ont plus de valeurs. Et parce qu'eux n'ont plus de valeur puis que nous, on n'est pas dans leur équipe, bien, automatiquement, à leurs yeux, on devient des gens ignorants. Ben Chris, so be it, on sera ignorant, je vois le vert, c'est tout. Regarde, c'est pas bien compliqué.
Plus de Jerry's News Desk. Après, sur le Prime, on a Yann Sénéchal pour les gens du live un peu plus tard. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Tu le sais que t'as envie d'écouter. No limits. Radio Pirate. Lundi, ça veut dire Yann Sénéchal. Yann, t'es salué. On commence par où, Yann? Ben, Super Bowl. Non. Pas eu trop de politique dans le Super Bowl. Ça a fait du bien. Non, mais c'est pour ça même que les histoires de Taylor Swift et tout ça, moi, j'ai isolé tout ça. Là, mais il y en a qui essaient de faire un plat avec Kelsey, elle, puis l'histoire de Biden. Moi, je regarde... C'est mon safe space, le football, depuis que je suis tout jeune. Donc, j'essaie d'éliminer ça le plus possible. Puis, effectivement, il n'y en a pas eu ben. Ah, c'est parfait. J'ai apprécié ça parce qu'écoute, j'avais pas vraiment écouté de game cette année. J'ai été un vrai fan là, de strictement le Super Bowl pour moi cette année. Puis j'avais peur un peu de ça, surtout proche d'une élection présidentielle. Puis man, ils nous ont sacré à paix. Oui. Oh, parfait. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Annonce correcte. Il n'y a pas eu de... Tu sais, je dis, c'est plus comme avant. Tu sais, les annonces, ça coule toujours un peu sur le web avant. Mais il y a quand même quelques affaires le fun. Le spectacle était un peu so-so. Même pour ceux qui aimaient Usher dans les années 2000, quand il était très hot, il n'a quasiment pas fait ses hits. Donc, spectacle un peu bizarre. Mais on comprend que les artistes au Super Bowl ne sont pas payés. Donc, le nombre d'artistes qui doivent dire non doit être quand même assez élevé. Mais mettons, comme dirait Jerry, mettons un vieux 100$ que l'année prochaine, si le couple tient, il est possible que ce soit la madame, la grande madame, qui soit... Ben, tu sais, logiquement, d'après moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme discussion, le boss de la NFL et elle, avant le match. Mais d'après moi, il l'invitait un peu à faire de la mi-temps. Ouais, habituellement, je paye personne, mais je pourrais faire un petit effort sur mon budget de 50 millions total de Apple, peut-être pour t'en donner une coupe. Écoute, c'est possible. En même temps, c'est David Chabot sur Facebook qui me faisait remarquer ça, puis il avait vraiment raison. Le public cible maintenant du Super Bowl pour le halftime show, c'est nous autres. C'est les gars de mon âge puis les filles de mon âge. Plus que ceux de votre âge, en fait. Là. On est vraiment rendu dans le 35-44 pour le marché cible. Parce que c'est la première année, ça je comprends ça, mais c'est la première année que Usher fait l'unanimité à travers tous les groupes d'âge. Dans le sens que on comprend pas trop. On comprend pas trop l'histoire de Usher. Là. Ben en même temps, moi, j'ai dit, OK, je te connais une toune dans toute cette histoire-là. Fait que c'était pas un artiste que j'appréciais. On dirait que quand tu connais pas la personne, tu regardes plus le spectacle, puis les effets, puis les danseurs, puis les chorégraphies, puis je suis obligé de te dire que on n'a pas été déçus hier. Tu sais, ça a été... Moi, j'ai pas trop su ce qui s'est passé. Ma fille plus jeune a dit « Ah, ben écoute, c'est meilleur que je pensais. » Mais ma blonde ne savait pas trop ce qui se passait. Puis pourtant, on a écouté Usher, dans le début des années 2000. On était des jeunes adultes. Usher, on connaît. Là. Donc, mais moi, je me suis posé la question « What the fuck is that? » là? Je comprenais pas l'intérêt. Puis surtout que le pop, c'est pas comme le rock ou le country. Le pop, c'est sur un moment assez précis. Ouais. Il y a des artistes pop qui ont passé à travers certaines époques, mais je veux dire, en général, le pop, c'est sur une fenêtre de 5-6 ans, puis après, ben, garde, goodbye. Donc, c'est pas pareil comme, mettons, puis, je vais te le dire, que moi, je suis quelqu'un qui écoute du country. Je pense que la fenêtre country est très grande en ce moment. Si tu veux justement aller chercher des jeunes filles, si tu vas aller chercher des jeunes filles, si tu vas avoir des filles de 25 ans, tu vas avoir des jeunes, c'est pas mal là que ça se passe. Là. Ben, ils sont dus pour un tour dans le country bien vite parce que la planète country est en expansion. Là. Imagine-toi Taylor Swift qui revient à ses anciennes amours country. Ouais. Ben, ça pourrait.
Ça pourrait être elle, effectivement, qui fait venir une couple d'artistes country l'année prochaine, fait des duos qu'eux autres. Ça pourrait être un genre de patente de même. Mais tu sais, je pense que c'était un peu ce que je voyais là, sur les réseaux sociaux, surtout aux États-Unis, en disant ouais, tu sais, Chris Stapleton, un Luke Combs, peu importe, il y a tellement des gros noms. Il me semble qu'on est rendu là. Puis si on veut avoir femme, homme, puis qu'on veut être intergénérationnel, en ce moment... Le country fait ça. Ben, le country fait ce que jamais un... Tu sais, quand il y avait du hard rock, quand c'était des spandex avec des cheveux longs, c'était des jeunes, là. C'était des gars de 20 ans, 25 ans. Les parents de 45, 50 ans ne savaient pas trop c'était quoi cette musique-là. Par après, il y avait des affaires qui sont arrivées. Tu sais, il y avait toujours... Mais le country, c'est un des mouvements, en ce moment, qui est le plus intergénérationnel que j'ai pas vu depuis que je suis dans l'histoire de la musique. Tout à fait. J'ai vraiment, là... Tu as des gens de 50 ans qui sont sur Luke Combs, tu as des jeunes, puis Jerry l'a vu, il est allé voir les spectacles de... Morgan Wallen, puis j'ai vu... Tu allé voir Morgan, tu es allé voir Luke. Ouais. La première chose que tu me dis, c'est l'âge de la crowd. Ah, c'est incroyable, la crowd, jeune, c'est inimaginable. J'en revenais pas. Puis on vit le même phénomène au Québec. Tu sais, des fois qu'on dit on est moins européen qu'américain, ben le trend nord-américain du country, on est direct dedans au Québec. Là. Oh oui. Oh oui, si au Festival d'été de Québec, là, je sais que le programmeur du Festival d'été n'est pas très country, puis qu'il essaye parce qu'il y a comme il est obligé il sent une pression pour mettre une soirée country. Moi, je te dirais, enlève la soirée DJ, là, puis mets-en une deuxième soirée country. Là. On est dedans, là. Il n'y a pas plus fort en ce moment comme mouvement. Tu sais, à un moment donné, on se posait la question. Quand est-ce que le rock va revenir? Parce que le rock des années 2000 a tué le rock. Donc, le genre de grunge et l'after-grunge. Puis toutes les... Moi, c'est mort avec Linkin Park, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est bon à peu près dans ces eaux-là. Donc, puis il y a eu des bons bands, des bands le fun, Bling, etc. Mais là, il y a une pause depuis ce temps-là. Puis là, on se demande, on le sait que ça va revenir. On sait que le rock va revenir à un moment donné. On se demandait sous quelle forme le rock allait revenir. Mais il est revenu. C'est en forme country. Rock. Si vous posez la question, il est arrivé quoi avec le rock? Ben, le rock est revenu, c'est le country. C'est tout. Ah, carrément. Là-dessus, je suis d'accord, mais le match m'a fait triper aussi. J'ai vraiment aimé la game. Ça faisait un bout que j'avais pas aimé la game comme telle du Super Bowl. Les arbitres n'ont pas fait chier. Ça a été une game jouée par les joueurs. Puis des victoires, ben pas des victoires, mais moi, je trouve que San Francisco, hier, ils ont gagné quelque chose quand même. Là. Mm-hmm. Puis le teamwork de San Francisco... Il n'y a rien de pire que finir deuxième au Super Bowl, par exemple. Ah, c'est de la merde. C'est une grosse saison de même, les playoffs, c'est tellement dur de se rendre là. Que quand tu te rends là, puis tu perds de cette manière-là, t'es vidé complètement. Là. Ah, ça, c'est clair. Tu sais, tout le monde parle un peu de Purdy, qui avait moins d'affaires là, ou qu'on comprenait pas trop, tout ça. J'ai trouvé que le kid, il a vraiment été bon. Il aurait été le plus jeune carrière à gagner le Super Bowl s'il gagnait. Finalement, il est le troisième plus jeune à y avoir participé. Il va se contenter de ça. Oui, mais s'il n'est pas là à la dernière game, il n'est pas là. Si il ne fait pas des prouesses en deuxième demi, il y a 2 semaines, ils ne sont pas là. Tu sais, ça a été spectaculaire. Là. Au début de la game, le botteur de San Francisco bat un record, carrément. 55 verges sont bottés. Record du Super Bowl. Puis après ça, il se fait... Tu sais, il y a eu le record pendant 2 quarts. Il perd son record après, un botté de 57 verges. My God, man, c'est donc bien choquant. Oui, c'est ça. Regarde, mais il faut dire que, comme disait Jerry un peu plus tôt, la game s'est jouée pareil sur un botté bloqué. Les gars ont fait des bottés extraordinaires. Puis la conversion est plus automatique, là, contrairement à avant, parce qu'elle est loin. Puis la pression est forte. Donc, il n'y a rien de... Ça peut arriver à n'importe quel botteur, ça, je veux vous dire. Là. Des fois, il y en a qui peuvent shanker. Dans ce cas-là, il a été bloqué. Donc... y a-t-il une question de la remise? Parce que, entre autres, les joueurs de centre des 2 clubs ont eu de la misère à donner à la balle comme du monde hier. Des 2 bords. Donc, est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas qui est la poule avec ce qu'on appelle les special teams pour les 49ers, mais c'est sûr que quand tu regardes la game un matin, tu te dis, crif, si on réussit notre conversion, on gagne. Ah oui. Tu sais, c'est le même le football. C'est ça qui fait que c'est trippant, je vais le faire. Donc, puis ils ont été à une verge, ils étaient 4e et 1. Ils freinaient ça, il y avait le Super Bowl dans les mains, ils étaient tout prêts à fêter. Puis ça, je veux dire, ça doit être une des défaites les plus crève-cœur qu'on a vues en Super Bowl pour les 49ers. Je veux dire,
le nombre de fois qu'il aurait pu gagner le match, puis qu'il était là, puis qu'il le voyait, puis qu'il le sentait, puis même Purdy arrive à la zone début, il cogne à la porte, réussit pas à convertir, et il se contente du 3 points, puis là, après ça, le jeu d'après, t'étais vraiment 4e et 1, puis c'est là qu'il disait l'avantage du coin toss, il était dans une zone qu'il aurait peut-être punté s'il avait passé en premier, par exemple. Il n'aurait peut-être pas essayé le 4e et 1, il n'aurait peut-être pas été sûr, mais là, vu qu'il était 2e à passer, puis il était obligé de faire 3 points, mais exact. Pas de punt, il allait go all-in, puis ils ont réussi leur jeu. Tu sais, c'était sur une course de Mahomes en plus, tu sais. T'es là, tu te dis, man, c'est hallucinant comment il y a des gars qui relèvent leur jeu d'un cran. T'as senti Mahomes, c'est carrément ça. Sa capacité à relever le défi à tout bout de champ est impressionnante. Purdy, c'est un bon kid. C'est sûr que tu arrives là, tu n'as pas l'expérience de l'autre qui est rendu à son 3e. En fait, c'est son 4e. Il avait perdu contre les. C'est contre qui avait perdu? Tampa Bay, je pense? Soit Tampa Bay ou contre. Oui, hein? Donc, contre Brady, en tout cas. Et tu vois, il n'y a pas rien que ça, il n'y a pas rien que l'expérience. Tu vois que Mahomes, c'est une classe à part. Je veux dire, c'est une classe à part. C'est un leader, écoute, tu veux avoir ça dans ton équipe. Tu veux que dans la société, qu'il y ait beaucoup de gens comme ça. Fearless, pas peur de l'erreur, pas peur, beaucoup de caractère. Il est allé chercher un premier jeu un moment donné sans slider. Là. Il a affronté le contact, puis il n'avait besoin d'affronter le contact. Moi, j'ai dit à ma fille, écoute, ça c'est dangereux. Là. Il aurait pu se blesser pour le reste de la game, mais ça te montre quel genre de gars il est. Je veux dire, ils n'ont même pas la meilleure équipe de loin dans la ligue. Là. Mais ils sont dirigés par 2 alphas. Andy Reid puis Mahomes. T'as vu le gros Kelsey qui a essayé d'intimider Reid. Le gros Reid, il n'a pas bougé. Non. Tu te calisses. Oui. Il avait fait un fou de lui. Sauf qu'effectivement, à un moment donné, peut-être après une bière aujourd'hui ou demain, le gros va se faire dire, toi, mon tabarnak, la prochaine fois que tu me fais ça, je te crisse une taloche en arrière de la tête. Parce que Andy Reid, c'est un monument. Est-ce qu'il va continuer? Moi, je pense que oui. Là, tu peux pas partir en plein cœur d'une dynastie. Pas d'un repeat. Il faut qu'il fasse le repeat, ça n'a jamais été fait. Exact. Donc, ça fait du bien. On a décroché un peu, puis effectivement, on met de côté, on mange, on prend une petite bière, on écoute la patente. Écoute, c'est une longue journée. Il y avait un petit peu de golf à travers pour les amateurs de golf aussi en fin de semaine. Donc, mais ça a été un des plus le fun. Ça a vraiment été un des plus le fun que j'ai eu depuis longtemps. Puis le trend, je ne l'aimais pas parce que ça ne me tentait même pas hier. Tu sais, je l'ai fait parce que mon fils voulait qu'on le fasse, puis on a fait un peu notre petit classique familial bien restreint. Il m'allumait pas, puis justement, le mood que tout ça était, j'avais vraiment l'impression que ce serait full politique. Puis Christy, surtout on était à l'aube des élections, là, c'est l'enfer. Mais je te dirais que la première demi, le fait que les 49ers ont complètement étouffé la game au sol qui a fait que Mahomes sentait beaucoup de pression. Donc, pas de jeu essayé vers Kelsey, un essai, un lancé vers Kelsey, une verge de gain. Donc, pas de jeu spectaculaire. Donc, pas de caméra sur Taylor. Parce qu'il y en a qui sont triggered. Oui, c'est ça. Écoute, il faut le dire. Là, moi, au début, ça m'énervait. Mais avec le temps, on vient à se rallier. C'est très bon pour la Ligue. Regarde, plein de gens ont goûté au football cette année. Et n'aurait jamais goûté au football sans Taylor Swift. Donc, prenons ça de même. Puis, mais il y a une petite anecdote que Frank me contait un matin que je trouve vraiment intéressante par rapport au Super Bowl. Il y a une adresse qui est faite par chaque président américain avant le Super Bowl. Puis une longue entrevue. Mais Biden, ça fait 2 fois qu'il le fait pas. Mais c'est un commentaire de McNanny à Fox News qu'elle a fait qui est vraiment pertinent. Elle arrive à dire, écoutez, je comprends pas pourquoi ils le font pas. Parce que présentement, les commanditaires paient 7 millions de dollars pour une pub de 30 secondes. Imaginez le temps d'antenne que le président a, combien il faudrait qu'il paye en millions de dollars pour avoir ce temps d'antenne-là, normalement. Lui, il l'a gratuitement. Là. On est à l'aube des élections. Refuser de faire cette entrevue-là, c'est inexplicable. Ben, il y en a une explication qui est non dite. Là. On comprend que le gars, il est juste plus capable. Ouais, je pense que oui. Il est plus capable. Puis toutes les révélations qu'il y a en fin de semaine, puis là, on voit finalement nos spécialistes de politique américaine québécois qui font des
des revirements de situation à 180 degrés. Là, sont en train de dire là, Biden, c'est fini. Là. Ah ouais? Eh bien, bravo, t'es rendu là. Tabarouette, 2 morceaux de robot. Man. Ça a pris une inside job pour qu'il allume. C'est une inside incroyable. job, là, l'histoire du test de memory puis toute la patente. Ça, là, c'est une inside job. Je ne sais pas s'il est trop tard pour le remplacer. Mais au pire, allez, gars, prenez Nikki Haley si vous n'avez pas personne de la prendre. Pour prendre Nikki Haley, ben oui, Nikki Haley, Nikki Haley pourrait faire une très bonne démocrate à la Bill Clinton. Ouais, là, tant qu'à perdre contre Nvidia, vaut aussi bien mieux de perdre contre Donald Trump dans le vrai show. Là. Ben oui, pourquoi pas? C'est ça, exact. Donc, Nikki Haley peut fitter. Si jamais Michelle Obama veut pas, après ça, je sais pas trop qui ont, là, Gavin Newsom, je sais pas trop. Mais ils peuvent se tourner de bord. On est au mois de février. Il reste encore plusieurs mois avant l'élection. Le gars, on le sait. Là. On le savait, je vais le faire. C'est pas rien de nouveau là-dedans. Comment ça que d'un coup, ça devient comme une nouvelle puis une genre de confirmation pour du monde? Ah, et là, on sait que là, il y a vraiment des problèmes. Mais oui, mais je veux dire, on a vu ça. On l'a vu au début de sa présidence. On l'a vu pendant la campagne électorale. Tout le monde parlait de ça. Puis là, ben, on faisait rire de nous autres un peu. Et là, c'est comme le grand réveil. Comment ça? Ben moi, ce qui m'impressionne le plus, Jeff, puis c'est ça que je comprends pas, c'est on n'a pas de plan B au niveau démocrate. Là, tu es là, tu dis, attends un peu. Tu as une des plus grandes puissances mondiales, avec 330 millions de personnes, un parti qui a un historique centenaire, qui est un parti principal depuis très longtemps. Puis, vous êtes présenté avec Biden, qui, à la base, juste par son âge, à la base, a une probabilité de décès de 7% dans les prochains 12 mois, OK? Juste à cause de son âge. Vous vous êtes présenté avec un président sans plan B. Ouais. Comment vous réussissez à... Puis là, vous êtes en train de nous dire que l'État profond est en train de contrôler, puis aux yeux de tous, là, puis on vous contrôle, on sait tout de vous, puis on vous espionne. Chris, ils sont même pas capables d'avoir un plan B, ces astis pas bons là. Ouais, mais il doit y avoir quand même quelqu'un qui gère pareil. T'sais, ça peut pas être lui qui gère. Là. Mais non, mais en fait, c'est ce qu'on comprend. En fait, c'est je pense, la plus grande attaque. C'est peut-être la seule raison pourquoi ils veulent le garder là. C'est qu'il y a des gens en arrière qui disent, nous autres, on veut pas que le party finisse. Ben, en fait, c'est la plus grande attaque envers le symbole qui est la présidence américaine. C'est ça qu'on voit. C'est que là, présentement, tu as carrément quelqu'un d'inapte. Puis la machine fonctionne pareil. Enlève les histoires de propagande, comme si la propagande était unique à Poutine. Les Verts font jamais de propagande, Trudeau fait jamais de propagande, les démocrates font jamais de propagande. En fait, de la propagande en politique puis dans toute la mouvance politique en général, ça fait pas mal partie de la patente. Là. Ben, c'est les médias sont des... propagande. Ben oui, il y en a partout. Donc, là, d'apprendre, comme si Zelensky fait pas de la propagande quand il s'en va vendre son pitch de guerre devant le Congrès pour avoir des milliards. Voyons, c'est de la propagande. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais enlevons ça, là, toute l'histoire qu'on a entendue. C'est quand même c'est quand même moi ce qui m'a marqué de l'entrevue avec Tucker Carlson de Poutine. C'est le côté, on parlait de Mahomes tantôt, là, c'est le côté, tu sens sa dominance. On va dire ça comme ça. Il est présent mentalement. Là. Oui, c'est son intelligence et c'est un gars qui domine. Je suis pas là pour. Je suis pas assez spécialiste pour savoir qu'est-ce qui est wrong, bad ou je sais pas trop. Dites-moi pas qu'il contrôle ses médias. Vous me faites rire quand vous dites ça. Si c'est juste ça, là, on peut en parler pendant une heure. Tout le monde a compris, je pense, qu'en Russie, c'est de l'autoritarisme d'un certain sens. On comprend ça. Mais de ce que je comprends aussi, c'est qu'il y en a qui vont dire, oui, mais ils n'ont pas le choix de dire qu'ils l'aiment. Mais les gens qui s'en vont là-bas, ou les Nord-Américains qu'on a interviewés, qui sont des pirates puis qui restent là-bas, c'est non, le monde l'aime vraiment. Il a redonné une prestance au peuple, il a redonné une fierté au peuple. Les gens l'aiment, OK? Donc, ça, tu peux pas empêcher ça. Sauf que quand on regarde la qualité des leaders que nous avons en ce moment dans plusieurs pays, alors restons juste ici. Restons juste avec Biden, Trudeau, ensuite Legault, la suite avec le PQ si jamais il y avait une élection demain matin. C'est là où on voit qu'on est dans l'équipe des perdants. Là. On ne fera pas les playoffs. On a moins de chances de Super Bowl, c'est clair. Ça t'en prend un leader. Puis un leader, c'est pas fin. Là.
Un des meilleurs joueurs de la Ligue s'appelle Travis Kelce. Puis Chris, à un moment donné, il a eu l'air de fou, là, OK? Mais n'empêche que ça vous montre comment le gars veut. Le gars, Chris, il a pogné les nerfs, il a foncé vers le coach. I wanna be in the game, I wanna be in the game. Là, il crie, il beuh. Mais ce côté-là n'existe plus. Le goût de se battre, le goût de gagner, le goût de dominer. Un leader, là, ça domine. Puis je sais que maintenant, on a peur de ça, les leaders forts. On a peur des gagnants. As-tu remarqué ça qu'on a peur de ça? Tu sais, le Calimero, le gars du PQ, c'est tout l'inverse de ça. Un gars qui parle doucement, qui est toujours quasiment sur le bord de pleurer. Non, mais tu sais, l'affaire qui est quasiment un running gag, Jeff, c'est que depuis le mois de décembre, je l'invite au podcast à toutes les 2 semaines. Puis? On nous dit qu'ils vont considérer notre demande. La dernière demande, ils ne me l'ont pas répondu, ce coup-ci. Je pense qu'ils se rendent compte que je me fous un peu de leur gueule. Là. Ouais. Mais je veux dire... On a fait une demande officielle. Nous autres, je pense qu'on a fait une demande officielle aussi. Ils nous ont jamais répondu. Le gars va littéralement dans des podcasts avec 200 abonnés. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, arrête, là. Tu peux pas aller dans un podcast de 200 abonnés et refuser d'aller dans un podcast que ton show va être vu par au moins 10 000 personnes. Là. Mais non. Oublie ça, là. Tu peux pas, là. Tu peux pas. À moins que tu aies la chienne. Mais tu sais, je veux dire, t'as-tu vraiment la chienne de Yann et Frank? T'as-tu vraiment la chienne de Jeff Fillion? Tu veux faire un pays, man? Ouais, c'est ça. Mais ils bloquent du monde. Ça m'énerve d'ailleurs en passant. Les politiciens, comme les péquistes, les souverainistes, je ne sais pas c'est quoi ce malaise-là, mais ils bloquent du monde. Tu sais, quand moi, je peux bloquer du monde. Toi, tu peux bloquer du monde. Jerry peut bloquer du monde. Tout le monde peut bloquer. Mais quand t'as ton compte officiel, t'es un démocrate, puis que tu fais de la politique pour le monde, excusez-moi, là, tu peux pas barrer personne. Puis surtout du monde qui n'ont jamais rien dit. Tu sais, François Blanchette fait beaucoup ça. Il fait comme bloquer du monde parce qu'ils suivent du monde que lui aime pas. Mais là, PSPP a commencé ça. Ça, c'est très, très louche. Et on a vu leur association en fin de semaine, Yann. Ben, tu sais, la patente de « j'aimerais ça me joindre à vous, QS, pour qu'on bâtisse un pays ensemble ». Ça en dit beaucoup en passant. Ben écoute, moi, c'est drôle parce qu'on vient de faire une longue discussion à ce sujet-là, moi et Frank, sur Patreon, sur les souverainistes. Puis là, on reparle de souveraineté. Là, puis là, tout le monde pense qu'ils ont le vent dans les voiles. Premièrement, là, les péquistes puis les QS, là, calmez-vous les nerfs. Okay? Eux autres, là, ils font le calcul arithmétique suivant. On prend nos votes, on prend vos votes, plus 50%, bang, souveraineté, tout le monde est content. Non, t'as peu. La majorité des QS sont des NPD. Présentement, chez le PQ, chez le Parti québécois, 25% des gens qui votent pour le PQ ne sont pas souverainistes. Sondage de Léger de la semaine passée qui le dit. C'est gros, là. Ça, c'est les veuves de juges de Sillery qui ont toujours voté libéral puis qui votent PQ parce qu'ils veulent envoyer un message à François. Là. Exact. On l'a vu. Il y a 25% des gens qui votent PQ présentement qui ne sont pas souverainistes. Fait que déjà là, ils devraient commencer à se calmer tout de suite. Et chez Québec solidaire, c'est plus de 50%. Plus de 50% des gens qui votent pour QS ne sont pas souverainistes. La souveraineté n'a pas le vent dans les voiles. Non. Les deux partis souverainistes ont le vent dans les voiles parce que c'est un moment de l'année, dans le cycle électoral, où est-ce qu'on est dans un vote de contestation, dans un vote de protestation. Puis c'est eux autres qui ramassent ce vote-là parce que les libéraux sont flats. Par contre, ce qu'on apprend aussi, c'est que si les libéraux ont Denis Coderre à leur tête, là, c'est 21% dans les sondages, les libéraux. Là. Les Québécois avec un bulletin de vote sont épeurants sacrément. C'est incroyable, ça. Faut pas t'essayer de comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre, là. Il n'y a rien à comprendre. Denis Coderre. On vote pas pour les partis politiques, on vote pas pour les programmes électoraux, on vote pas pour une promesse, on vote pour une personnalité, puis peut-être un chèque. Oui. Peut-être un chèque. Négligez pas le fait que la CAQ pourrait redonner un chèque à la prochaine élection. Ils sont à un chèque de 750$ de gagner 95 élus. Là. Oui. N'oublions jamais ça. Le Québécois est achetable. Mais non, c'est vraiment ça. Fait que là, tu vois ça. Ça, c'est le premier bémol. Deuxième bémol, la souveraineté. Là, moi, là, jamais je vais embarquer dans la souveraineté. Puis c'est pas à cause de PSPP. Puis c'est pas à cause de Ruba-Gazal. Regardez le trend des 15-20 dernières années. Le Québécois moyen, présentement, ce qu'il aime, c'est un gouvernement central fort. Le Québécois moyen, ce qu'il aime, c'est les économies d'échelle d'une fusion municipale.
Le Québécois moyen, ce qu'il aime, c'est un gouvernement qui a la liberté de gouverner en lui donnant tous les pouvoirs pour que ça aille vite. Les Québécois ont aboli l'Assemblée législative, qui était notre Sénat d'une certaine façon. Les Québécois méprisent le lieutenant-gouverneur. Les Québécois méprisent la Charte des droits et libertés canadiennes. Les Québécois méprisent la Constitution canadienne. Les Québécois sont d'accord avec la clause dérogatoire pour des lois comme la loi 96, la loi 21, la loi 101, qui sont des lois autoritaires. Vous voulez vraiment qu'on vous donne un pays, ma gang de tabarnak? Ben oui, c'est des malades. Non, attendez, là, ça marche pas. Là. Le Québécois moyen n'a aucune culture démocratique, n'a aucune culture économique. Il comprend pas que ce qui fait la force de nos démocraties, c'est les contre-pouvoirs. Si on implante le pays du Québec demain matin, je peux-tu voir la Constitution avant de signer? Oui. Parce que j'ai pas confiance dans votre Constitution. Ce sera quoi le Québec du PQ et de Québec solidaire? Est-ce que je peux l'avoir en détail avant de voter? Premièrement, de quoi, ça va être à gauche en sacrement, ça va être green, il n'y aura plus grand char. Ben là, ça c'est des propositions, c'est des ministères, des affaires. C'est même pas ça qui me dérange. Moi, c'est la Constitution. Les choses qui vont faire en sorte que si le gouvernement va trop loin, il va se faire challenger devant les tribunaux. C'est ça une Constitution, c'est à ça que ça sert. Je peux-tu la lire? C'est un document qui est simple, ça devrait pas être trop long. C'est quoi les principes? Est-ce que le droit de propriété est respecté? Est-ce que la liberté d'expression est respectée dans votre pays? Ouais, mais là, ça, la Constitution, c'est quoi, là? La Constitution, oui, on devrait la suivre, mais dans ce cas-ci, c'est pas grave de ne pas la suivre? Y a-tu un péquiste qui a déjà dit le gouvernement des juges, ça va faire? Moi, je veux pas vivre d'une place de même. Ben non. OK, parce que le gouvernement des juges, les juges, là, ils ont un rôle à jouer dans un pays démocratique. C'est un contre-pouvoir. Le lieutenant-gouverneur ou le gouverneur général dans notre système parlementaire britannique a un rôle à jouer. C'est un contre-pouvoir. Le Sénat a un rôle à jouer. C'est un contre-pouvoir. Ouais, mais ils font jamais rien. Ben ça veut dire que ça va bien. Quand ils font pas grand-chose, ces gens-là, ça veut dire que ça va bien. Mais idéalement, quand ça va pas bien, puis quand il y a quelqu'un qui essaie d'augmenter son pouvoir, puis essaie d'augmenter son autorité, c'est là qu'ils interviennent. Puis souvent, parce qu'ils sont là, ça n'arrive pas. Ça, c'est les gens qui comprennent pas ça. Mais moi, là, la Constitution québécoise, là, on peut-tu l'écrire? On peut-tu faire un exercice pour le fun? On prend les 5 partis politiques. On leur demande pour le prochain mois, vous avez 1 mois, écrivez chacun votre Constitution, puis on regarde ça après, voir si on est capable, si on a la maturité d'avoir un pays. Premièrement, Québec solidaire vont arriver avec une Constitution écrite en inclusif. Oui. À base, là. Oui. Déjà là, gros indice que tu veux rien savoir de ça? Non. Mais tu sais, c'est simple un document constitutionnel. Mais il y a une raison pourquoi ces documents-là ont été écrits il y a des dizaines, voire des centaines d'années dans bien des cas. La Constitution américaine, là, elle est respectée. On rit bien des Américains, mais les Américains respectent leur Constitution. Ils croient dans leur Constitution. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Américains auraient la capacité d'élire un gouvernement pour réécrire une nouvelle Constitution from scratch? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils sont capables de le faire. Puis pourquoi? Parce qu'ils ne sortent pas d'une guerre de l'indépendance. Ils ne sortent pas d'un régime monarchique qui gérait c'est avant. beaucoup de fat cat, là. Beaucoup de gens qui... Oh oui, c'est ça. Exactement. T'sais, ce qui fait la force d'un bon document constitutionnel, c'est justement le pouvoir au peuple, puis qu'est-ce qui va protéger le peuple envers son gouvernement. Si demain matin, nos péquistes puis nos souverainistes écrivent la Constitution du Québec, je te jure une chose, Jeff, le peuple ne sera pas protégé contre ces politiciens. 0. On sort de la pandémie, calvaire. Ben Vous oui. les avez vus aller? Vous les avez vus aller? Il n'y a personne qui s'est élevé contre cette loi-là. Il n'y a personne qui s'est élevé contre la loi. C'était quoi la loi qui donnait tout le pouvoir au gouvernement, qui était comme revotée à chaque, je ne sais pas combien de semaines. L'urgence sanitaire. Christophe, il n'y a personne qui s'est élevé. Il n'y a pas un élu qui s'est élevé une fois pour poser une question en disant « Voyons, sacrement, c'est-tu normal, ça? » Pas un, c'est 125. PSPP, tu veux faire un pays parfait. Fais tes preuves. Lève-toi en chambre. Dis que la loi sur les mesures sanitaires, tu veux la réviser parce que le gouvernement avait trop de pouvoir à ce moment-là. Puis il faut protéger le peuple contre des politiciens qui abusent de leur pouvoir. La journée que tu vas faire ça, là, je vais commencer à penser qu'on a peut-être la maturité d'avoir un pays. Mais d'ici là, vous considérez que le fédéral vous met des bâtons dans les roues, ben Calvas, c'est parfait comme ça, on va garder le fédéral. Il vous fait chier le fédéral parce que à cause de lui, vous n'êtes pas capable de légiférer comme vous voulez. Tu sais, le tweet de Ruba Gazal, c'est quoi? C'est de dire, hey, à cause du fédéral, on peut pas intervenir comme on veut en environnement. Crise de bonne affaire. Oui. Crise de bonne affaire. Mais-en. Puis elle, en plus...
Elle, n'oublie pas que dans un pays normal, après avoir fait un tweet pour l'élimination des Juifs, elle n'est plus là. En fait, c'est pas la seule députée au monde à avoir utilisé l'expression « from the river to the sea ». Mais les autres députés ailleurs dans le monde qui ont fait ça... Ils sont plus députés, là. Ben, au moins, ils sont plus dans leur parti. C'est ça. Ils sont fait crisser dehors du parti, là. Exact. On n'est pas une place si civilisée que ça, le Québec. On comprend très mal c'est quoi les enjeux démocratiques. Puis la principale cause de ça, c'est les péquistes eux-mêmes. Le mépris qu'on a envers la Constitution canadienne a amené les Québécois à ne pas comprendre qu'est-ce que c'est être une démocratie libérale. Puis ça, c'est un putain de problème. Parce qu'on méprise des éléments qui sont fondamentaux dans nos démocraties. Puis vous voulez leur laisser un pays, vous voulez laisser les pleins pouvoirs à ces gens-là. Êtes-vous malade? Première des choses, vous voulez jamais laisser le plein pouvoir à un être humain. Non. Vous voulez pas ça. Non, tu as un document sur lequel tu peux t'accoter. Hey, plus de Yann Sénéchal sur le Prime, si ça vous tente. On vient dans un instant avec Vincent Breton des Viandes du Breton. Sujet très important sur... en tout cas, qui va toucher beaucoup de monde. On parle de bouffe. On parle de diversité. On fait ça avec Vincent après. 100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Jeff Fillion. On parle de viande. Est-ce quelque chose de meilleur que... Ben, vous avez sans doute mangé un peu des ribs hier pendant le Super Bowl, quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez mangé, mais il y avait du porc certain sur la table, c'est clair. Ça, c'est sûr. Et Vincent, pour les membres pirates, je pense que... je ne sais pas si Vincent est venu sur le live aussi, parce que là, on est sur le live et sur le Prime en même temps. Vincent Breton, les viandes du Breton, donc c'est un produit exceptionnel québécois. On a fait le tour de l'entreprise il y a quelques temps quand Vincent est venu. Puis Vincent nous avait déjà parlé qu'il y avait des grosses affaires qui se brassent dans l'industrie du porc, surtout pour le type de viande que lui veut présenter à ses clients, qui est une viande, le porc est élevé différemment. Raconte-nous encore, pour qu'on comprenne bien, Vincent, d'abord comment vous le faites, puis pour nous amener vers les demandes que vous faites au gouvernement, puis ultimement d'avoir une pétition pour que les consommateurs embarquent là-dedans aussi. Oui, bon, la première des choses, merci de me recevoir, hein, c'est bien gentil, de me permettre de passer ces messages-là puis d'expliquer aux gens, parce que, bon, l'agriculture au Québec, c'est une business qui est compliquée. Nous, on a pris des décisions là, au début des années 2000, fin 90, début 2000, que ça serait difficile d'être compétitif puis de faire les affaires qu'on faisait au Québec en produisant un animal comme il a toujours été produit. Alors, à l'époque, on a surtout suivi ou été en contact avec des joueurs nord-américains là, qui changeaient la business. Là. À l'époque, il y avait Whole Foods là, qui avait une croissance boursière incroyable et qui avait des normes d'élevage puis des exigences qui sont différentes pour les fermes. Là. C'est-à-dire donner plus d'espace aux animaux, enlever les antibiotiques, pas donner d'hormones. Et puis, tous ces programmes-là ou ces façons de faire-là, on les a incorporés dans nos façons de faire de tous les jours, dans notre gestion des employés, dans la remise en question de notre modèle agricole. Et au fil des ans... Vous avez fait un produit plus de niche. Oui. Parce qu'entre autres, comme tu dis, il y a une compétition nord-américaine assez importante au Canada puis aux États-Unis, des producteurs de porc qui en font à la tonne. Puis vous autres, comme compagnie, vous avez dit, on va se spécialiser dans une viande plus de niche, plus de qualité. Puis vous avez fait affaire justement avec les Whole Foods. On a déjà parlé de ça. Exact, on voulait se différencier, exact. Vous avez des produits qui sont avec Chipotle, des choses comme ça. Donc les gens, parce que de plus en plus les gens recherchent justement ce que tu viens de dire. Les animaux qui ont été bien élevés, avec beaucoup d'amour, pas trop de pellules, pas de pellules du tout. Il y a beaucoup de gens, il y a une clientèle. Il faut aller chez Whole Foods pour voir le nombre de monde qu'il y a pour le prix qu'ils vendent. Là. Tu te dis, OK, il y a vraiment une clientèle pour ça. Oui, puis ça grandit. Hein? Puis même, il y en a peut-être qui l'ont remarqué, mais il y a des lois qui passent. Là. Il y en a eu aux États-Unis, là, entre autres dans l'État de la Californie, pour éliminer les cages. Parce qu'il faut se dire qu'au Québec puis au Canada, la majorité des animaux sont élevés en cage. Hein? Les truies, là, les mères des petits porcelets, ils restent dans une cage de 2/7 pour toute leur vie. Et ça, là, la loi certaines lois sont en train de changer. Hein? Il y a eu un référendum en Californie en 2018. Et puis, ces mentalités-là évoluent. Et même, je dirais que dans les derniers mois,
En Colombie-Britannique, maintenant, lors des divorces, là, bon, ben, les pets, là, les animaux de compagnie, maintenant, sont plus considérés comme des objets. Non. Fait que, tu sais, le bien-être animal, Il y a ça des évolue. procès pour avoir le contrôle d'avoir la garde des animaux de compagnie. Là. Exact. Et ça se transfère là, dans les animaux de ferme. Tu sais, la façon qu'on traite les animaux, nos animaux de compagnie, la façon dont on traite les animaux de ferme évolue. Puis les consommateurs, ben, il y a un groupe, en tout cas, peut-être pas tous les consommateurs, mais il y a un groupe de consommateurs à qui nous, on s'adresse, qui a de l'intérêt pour que les choses changent, les choses évoluent. Oui, mais ça, on le sent. Là. C'est un incontournable. Là. Je veux dire, c'est un incontournable. Les entreprises se font un plaisir de... Tu sais, on voit le succès. Tu parles de Whole Foods, Chipotle, etc. Tu sais, ces compagnies-là bâtissent tout leur marketing sur ce genre de choses-là. Donc, tu vois que les clientèles plus jeunes, c'est quelque chose qui est important pour eux autres. Ça l'est. Vous autres, vous avez fait ça. Vous avez un bon succès. Vous avez un très bon succès. C'est une compagnie québécoise dont on peut être fier, justement, quand on va dans les Whole Foods ou juste Chipotle ou d'autres endroits qui aiment la qualité. Vos produits sont là. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le problème pour que vous partiez une pétition pour le gouvernement? C'est quoi le cœur du problème? Bon, quand on a commencé à faire ces produits-là, ben c'est sûr qu'au Québec, là, puis ça, des fois, les gens, ils ne savent pas, là, mais il y a une loi là, au Québec qui s'appelle la loi de la mise en marché des produits agricoles. Et cette loi-là, là, elle oblige un producteur, en tout cas, entre autres dans le porc puis dans d'autres productions, à vendre son produit à son syndicat. Donc, c'est pas le fermier qui met son produit en marché, c'est pas lui qui fait les démarches pour vendre à son client. Il délègue cette responsabilité-là à son syndicat. Et ça, c'est obligatoire. Donc, nous, à partir de ce moment-là, c'est sûr que... Est-ce que ça veut dire que vos bêtes sont mélangées avec d'autres bêtes? À l'époque, ce que ça voulait dire, c'est que il y a toujours eu une priorité parce qu'on possède en partie nos propres fermes, mais de façon, là, en termes de business, là, on vend nos animaux à notre syndicat, puis notre syndicat nous les revend. OK. Mais on n'avait pas besoin de les envoyer à un autre transformateur. Là. Ça fait un bout de temps. Ils appelaient ça à l'époque la priorité des transports. Ils ne voulaient même pas avouer le lien qu'ils pouvaient avoir entre un fermier et un transformateur. Ils appelaient ça une priorité de transport. OK. Donc, ça veut dire que vos animaux sont quand même tagués, puis le syndicat vous renvoie vos animaux. Donc, la qualité de ce que vous avez, elle vous revient. Là. Vous ne ramassez pas avec des porcs qui sont élevés différemment avec des affaires que vous ne voulez pas. Là. Vous avez vos produits à vous. Non, c'est ça. Et ça a évolué. Là. Les conventions ont changé, puis c'est justement le problème. C'est que nous, on a travaillé pour faire évoluer ça. Et même avant 2009, à titre d'exemple, là, Dubreton, le transformateur, ne pouvait pas aller voir un cultivateur, un producteur et définir un cahier de charge, définir des façons de faire. C'est quoi un cahier de charge? C'est comment on élève l'animal. Qu'est-ce qu'on lui donne comme alimentation? Quel espace on lui donne? On ne pouvait pas faire ça, on n'avait pas le droit. Avant 2009. OK. Et là, nous, on a milité. Moi, je milite depuis les 20-25 dernières années à faire évoluer ces lois-là et à les faire changer. Mais c'est excessivement difficile. Puis ce qu'on a dû faire, puis ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que s'il n'y avait pas eu de loi de mise en marché collective, là, au Québec, il y aurait 148 fermes familiales supplémentaires que nous, on supporterait. Parce qu'on paye les producteurs pour ceux qui font ce travail-là supplémentaire, qui donnent plus d'espace, qui ne donnent pas d'antibiotiques. On les rémunère davantage, puis on donne des primes. Oui. Et c'est là qu'est arrivé, là, il y a depuis 2 ans. Mais pourquoi tu dis 148? C'est parce que c'est le nombre de fermes à qui qu'on vous donnez des mandats semblables à l'extérieur du Québec? Exact. Qu'on a délocalisé dans les années 2000. Wow. Ouais. On a dû donner des contrats à l'extérieur au lieu de donner des contrats à des producteurs du Québec. Bien. Parce que la loi était trop rigide. Parce que les règlements étaient trop rigides. Parce qu'ils ne nous permettaient pas de définir des cahiers de charges comme nos clients souhaitaient l'avoir. Ouais. Comme Whole Foods souhaitait l'avoir. Comme Chipotle souhaitait l'avoir. Comme Ikea souhaite l'avoir. Oui, ils avaient Ikea aussi là-dedans. Ouais. Donc, ça, c'était je dirais, le problème majeur qu'on a essayé de faire évoluer. Est-ce que les gens doivent comprendre que les joueurs que tu parles, là, Chipotle, Ikea, Whole Foods, eux envoient, il y a des gens qui envoient pour vérifier que la viande qu'ils veulent de telle manière, c'est vraiment ça. Là. C'est pas des histoires inventées. Là. Il y a vraiment des gens qui vérifient. Hein? Oui, dans le cas de Whole Foods, là, c'est super sérieux parce qu'ils ont même financé, ils ont créé un certificateur eux-mêmes. Là, à cause de certaines, si on veut,
un peu de certains problèmes qu'il y a eu dans le bœuf. Là, ils tentent de le rendre indépendant, puis ils ont vendu certaines opérations, ou ils ont cédé certaines opérations à des certificateurs en place. Mais Whole Foods a vraiment une liste de produits là, importante. Puis c'est vrai pour la viande, mais c'est vrai pour tous c'est vrai pour tous les produits, que ce soit des sulfites ou que ce soit toutes sortes des gammes d'agents de conservation qui ne peuvent pas entrer dans les magasins. Et eux, le programme de certification qui est très rigoureux, c'est le plus rigoureux sur le marché, ils visitent chaque ferme, chaque opération à tous les 15 mois. Peu importe le type d'opération que tu as, là, ils font le tour à tous les 15 mois. OK. Wow. Ils peuvent arriver là en surprise? Non, il n'y a pas vraiment de surprise, mais maintenant, il y a des tests, puis les cahiers de charges sont tellement bien montés. Et puis, ils arrivent, là, ils posent des questions aux fermiers, ils voient les choses. Les audits, c'est basé sur les normes ISO. C'est assez dur là, de contourner, puis tu te ferais prendre. Est-ce que les éleveurs familiaux que tu parles, est-ce que dans l'industrie, votre démarche est bien acceptée par les producteurs? Est-ce qu'il y a des catégories de producteurs, c'est-à-dire d'autres, parce qu'on le voit là, quand on parle de la gestion de l'offre dans le lait, je reçois tous les commentaires. Là. Je reçois des fermiers qui en ont plein il y en a d'autres qui disent « Regarde, voici un exemple pourquoi il ne faut pas que ça passe. » Il y a comme plusieurs écoles de pensée à l'intérieur des gens qui sont dans l'industrie des fermes laitières. Est-ce que c'est la même chose dans le porc, où vous êtes tout seul dans votre guerre, puis il y a des gens qui n'en veulent pas? Comment ça se passe dans votre industrie ici au Québec? Bon, il y a des catégories également, parce que nous autres, quand on a commencé ça, au début, même on faisait rire un petit peu nous autres. OK. Puis même encore aujourd'hui, si on regarde la réglementation américaine qui évolue au niveau du bien-être animal, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent à ça. Là. Le syndicat des producteurs ne s'intéresse pas à ça du tout. Moi, il y a 3 mois, on leur a demandé est-ce qu'on pourrait avoir la liste des producteurs qui pourraient répondre aux normes et puis qui seraient intéressés à venir avec nous autres. Puis je n'ai pas de réponse encore. Wow. Donc, ils savent que ça se passe. Ça se parle partout, les grandes histoires dans les journaux, ça parle le bien-être, mais on n'est pas rendu là. La définition du bien-être animal est différente pour ces gens-là, pour le syndicat des producteurs. Puis, il y a différentes catégories de producteurs aussi. Tu sais, je comprends. Nous, on a une approche, je pense que c'est ça qui définit le plus du breton, c'est que à un moment donné, on s'est dit, OK, qui doit définir de comment on fait les choses? Est-ce que c'est nous ou c'est le client? Nous autres, on a décidé de s'accrocher après des clients, puis de définir avec eux, puis de travailler avec eux. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est même l'industrie canadienne, je voyais là, il y a quelques semaines, le Conseil des viandes du Canada qui faisait un tweet parce que le ministre fédéral de l'Agriculture, là, M. McCauley, il challengeait la loi californienne justement sur le bien-être animal là, qui a été votée par référendum en 2018 puis qui là, il a été contesté à la Cour suprême. On en a parlé là, la dernière fois que je suis venu. Et que là, il a vraiment passé puis qui est rentré en vigueur au 1er janvier, là, où on doit donner plus d'espace autrui. Et là, le Conseil des viandes du Canada disait qu'il contestait ça et qu'ici, au Canada, on avait une approche d'élevage basée sur la science, nous. Et là, ça m'a rappelé Ça m'a rappelé des choses. Ça m'a rappelé la science. Oh, la science, la fameuse science. La fameuse science. Et là, j'ai retweeté en disant peut-être que le monde, ce qu'ils veulent dans leur assiette, c'est pas de la science, mais de la bonne bouffe. Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment l'industrie, mais c'est une guerre je dirais, de lobby, hein, que ce soit ici au Québec ou ailleurs. Tu sais, les gens, ou plusieurs pensent que les éleveurs, ils disent c'est moi qui est avec mes animaux, c'est moi qui connais ça, le bien-être animal. Fait que le consommateur, ce que tu penses, là, c'est moi qui décide. Et nous, on n'a pas cette approche-là. On a essayé de justement comprendre ce que le client voulait et l'adapter dans nos pratiques. Mais ça a été excessivement difficile. C'est un chemin de croix. Là. C'est un changement de culture organisationnelle complet. Là. Mais quand tu parles de syndicats, tu sais, c'est-tu un syndicat avec des filiales, là, Bas-Saint-Laurent, La Beauce, Gaspésie, c'est comme des sous-syndicats ou c'est tous des indépendants de syndicats? Bon, comment ça marche? Ouais. Au Québec, là, il y a un syndicat obligatoire qui est l'UPA. Okay. Et l'UPA, sous l'UPA, il y a des fédérations. La Fédération des producteurs de porc. Là, ils ont changé de nom. Ils s'appellent les éleveurs de porc du Québec. Bon. Il y a des fédérations dans chaque. Et ces fédérations-là, comme là, ils ont des syndicats régionaux. Régionaux. Exact. Ouais, c'est ça. Mais la loi de mise en marché couvre l'ensemble des opérations. Mais certains éleveurs vont... Tu sais, les gens qui ne sont pas d'accord ou qui trouvent qu'on va trop loin, nous, dans nos remises en question, ou qui ne sont pas d'accord avec notre philosophie,
ils sentent néanmoins le peu d'indépendants qui restent. Parce qu'il faut dire, c'est que le nombre de producteurs indépendants au Québec est en chute libre depuis de nombreuses années. Puis ça, la réglementation, la surréglementation ou l'hyper-réglementation, comme je l'appelle, elle n'aide pas, elle force la concentration. Tu sais, des fois, les producteurs indépendants vont critiquer Olimel ou vont critiquer la coop. Mais tu sais, moi, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Là. Chaque renégociation d'entente entre les abattoirs et les producteurs, là, tu sais, ça finit pas. C'est toujours l'ajout de règlements. Bon, il ne peut pas avoir un nouvel intrant. Il ne peut pas... quelqu'un toujours qui se protéger, en fait. Oui, tout le temps. L'augmentation de la réglementation. Donc, la concentration, elle est aidée, elle est favorisée beaucoup pour ça. Donc, même les producteurs, et c'est là le point, c'est que les producteurs qui, surtout avec les 2 années qui viennent de vivre, ils ne sont pas contents de la représentation. Tu sais, j'étais là, à une petite émission là, locale là, à la vie agricole là, qui va passer là, sur le web à ma TV. Là. Et il y avait là le gars d'une coop indépendante, justement, qui vient de Saint-Bernard, le village où moi je suis né. Il n'apprécie pas plus la représentativité de son syndicat. Là. Il n'est pas pour. Là. Bon, il y a une philosophie différente au niveau des méthodes d'élevage avec nous autres. Il trouve qu'on va un peu loin. Lui, il aimerait que Olimel ait plus de transparence. Mais tu sais, un gentil monopole, à l'époque, là, dans les années 80-90, il appelait ça une super structure. Là. Ça fait longtemps qu'il y en a qui rêvent qu'il reste juste un joueur au Québec. Là. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils en rêvent. Là. Même les gars de syndicats, là, même certains producteurs. Là. Nous autres, on est contre ça. Nous autres, on pense que ça prend de la compétition, que ça prend de la diversité, que les producteurs indépendants vont réussir s'ils s'occupent de leurs affaires eux-mêmes. Mais tu sais, d'un producteur, là, ça l'a... Mais c'est ça le point. Quand tu as de la misère à faire bouger les choses, c'est qu'il y a une gang qui veulent... Puis, tu sais, je comprends là, que vos demandes puis votre produit ne peut pas être appliqué à tous les produits. On comprend ça, OK? Mais je veux dire, il y a... Toi, de ce que je comprends, tu es pour une diversité puis qu'il y ait une liberté pour que tout le monde puisse trouver ses affaires là-dedans, mais que l'industrie, au contraire, elle veut comme faire un genre de... Ils veulent généraliser puis que tout s'applique la même affaire, comme tu dis, que ultimement, peut-être qu'il y a même juste un joueur, un monopole quasiment étatique, puis que là, toutes les règles s'appliquent à tout le monde. C'est ça le combat un peu, là? Ben, notre problème à nous autres, c'est qu'à partir du moment où moi, le patente de monopole puis les affaires de syndicats, ça ne me touche pas, ou qu'ils ne nous font pas payer pour, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, toi, tu payes pour faire la promotion du port en fin de compte, mais tu n'as pas de ristourne de ça. En fait. Ce que nous autres, on se dit, c'est qu'aujourd'hui, là, on a un syndicat, on a fait une demande à la régie d'exclusion de la mise en marché collective. Il y a un syndicat qui ne m'offre pas de service. Je paye pour des cotisations. Ben voilà. Il ne m'offre pas de service. OK, je paye pour de la mise en marché, je paye pour de la recherche. Moi, je fais du porc bio, je fais du porc élevé sans antibiotiques, certifié bien-être animal, puis il n'en parle jamais. Mais je continue de le payer. Tu payes, c'est ça? Oui, je paye des cotisations. Il n'en parle jamais. Et là, le pire, c'est que dans la dernière année, suite à la crise qu'il y a eu, qui a été difficile pour tout le monde, là, puis qu'il y a eu différentes raisons, là, la pénurie de main-d'œuvre, les permis des travailleurs étrangers qui ne sortent pas, on n'est pas capable de transformer le stock, et, l'augmentation des coûts, les taux d'intérêt. Tout le monde dans l'industrie l'a vécu, nous autres comme les autres. La différence, c'est que là, ils ont pris le programme de support aux producteurs, là, qui s'appelle la fameuse ASRA, là, le programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles, qui ça est supposé, à l'époque, la mission de ce programme-là était de protéger les producteurs dans les temps difficiles. Et ce programme-là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que si tes coûts sont plus élevés que tes revenus, ben, il va te compenser. Puis tu payes. Le 2 tiers provient de l'argent public, puis le tiers provient d'une cotisation des producteurs. Et là, dans la dernière année, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont un peu taponné ça, ils ont un peu manigancé ça pour que ça devienne... Maintenant, c'est le programme universel de support. Et là, si vous dites ça au MAPAC, aux gens de l'industrie, ils n'aimeront pas ce que je dis, mais c'est rendu un programme universel pour supporter le secteur. Ce qu'ils ont fait, et ça, moi, j'en démarrerai pas, là, ils ne peuvent pas l'avoir fait de façon, je dirais, c'est pas un hasard, là, parce que il y a eu une convention qui a été signée entre les transformateurs. Deuxième des choses, les producteurs ont dû passer des règlements spéciaux dans leurs instances. Troisième des choses, tu as eu la financière agricole qui a dû accepter ça. Puis tu as eu le ministère et le ministre qui devaient aussi entériner ça. Donc, il n'y a pas d'hasard, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'artificiellement, ils ont augmenté les cotisations, OK, aux producteurs.
Puis ces cotisations-là, là, ils viennent soit augmenter le coût ou baisser le revenu de sorte que l'ASRA, le programme, crache plus. Moi, j'appelle ça affectueusement, là, c'est une pompe à cash en ce moment. Là, et là, ça va être 250-260 millions par année. Là, les 2 dernières années, ça va être plus d'un demi-milliard, donc 80% qui est contrôlé de l'industrie contrôlée par Solio puis la coop qui s'en va là. Et ça, nous autres, le problème que moi j'ai, puis il y a d'autres producteurs dans notre cas, c'est que toutes les règles, il y avait des règles, puis là, c'est un peu complexe, j'en conviens pour tout le monde. Puis si Jerry ou Jeff, tu as des questions pour que je rende ça simple et éclaircir ça, c'est que l'idée, c'est que nous, on est sortis de la SRA en 2019 parce que ce n'était pas adapté à notre production. Donc là, moi, mes cotisations augmentent, puis je ne suis pas remboursé par le programme de la SRA parce que je ne suis plus dessus, puis ils l'ont transféré comme un programme de support de l'industrie. Puis ça, moi, ça me coûte 1,5 million. Donc, tu payes, tu ne reçois rien. Exact. Ça, c'est comme si je pensais à ça. Là. Si on était là, 50, 70 ans, là, les gars du syndicat, ils arrivent en gros char noir avec les habits, là, ils viennent chercher le chèque. Là. À toutes les semaines, ils viennent chercher 30 à 40 000 $ chez nous. Ben voyons donc. Ouais, mais là, j'ai arrêté de le payer en novembre. Tu as dit, on va se parler autrement. Ouais, là, j'ai arrêté de le payer, ils s'en sont aperçus à décembre. OK. Là, on va voir ce que ça va donner, mais c'est sûr que ça va brasser. Mais à un moment donné, on ne peut pas se laisser tondre, là. On ne peut pas se laisser avoir comme ça. Ça ne fait pas de sens. Il y a une injustice importante, puis il y a d'autres producteurs dans ce cas-là. On n'est pas les seuls. Hein. Il y a certains d'autres producteurs indépendants, comme ceux qui achetaient, par exemple, des porcelets à l'extérieur du Québec. Sont dans la même position parce que les autres, ils n'avaient pas droit au régime d'ASRA. Ils n'avaient pas le droit. Donc là, on a pris un programme qui était supposé de supporter les producteurs dans des temps difficiles, puis on l'a transformé en programme de subvention pour l'industrie au complet. Wow. Et c'est ça qu'on se bat. C'est ça le point. Oui. Et c'est pour ça qu'on demande la sortie de ce système-là. Et à ce moment-là, moi, les producteurs qui travaillent avec nous autres, indépendants, et on le demande juste pour nos produits, hein, on ne veut pas imposer ça à d'autres éleveurs, on ne veut pas imposer ça. Si les producteurs ont peur, s'ils sont craintifs, on ne leur demande pas, même ceux qui envoient leurs animaux chez nous, qui sont indépendants, on ne leur demande pas de faire le même chemin que nous. On le fait pour nos fermes à nous, pour nos types de produits à nous. Tu comprends, Vincent, qu'eux autres... ils se disent, oh, oui, parfait, on comprend que tu veux être libre, tu veux être peut-être le seul qui sort ou un autre ou 2, 3 comme toi, mais nous autres, ton 40 000 par mois ou par semaine, je ne sais pas trop, on y tient. On veut l'avoir. Exact. Mais on donne accès au marché des négociations bilatérales, mettons le Canada avec l'Union européenne ou d'autres grands pays. On donne accès au marché du fromage pour 5, 6, 7, 8 %. On donne accès à des marchés. Et moi, la production que nous, on fait, là, c'est moins de 2-3 %. Il n'y en a pas d'impact. Là. C'est un dogme. Là. C'est juste de dire ils vont rester dans le système. Oui, mais c'est parce que tu shakes le temple. Le statu quo, surtout dans vos industries, dans un paquet de monde, un paquet de places, là, c'est juste de shaker ça, là, ça leur fait peur. Ils ont peur que ce soit une craque qui ouvre, puis que là, la craque finisse plus de grossir, puis que là, tout s'écroule. Ils ont peur. Est-ce que tu aimerais ça aussi, que tes bêtes, tu t'en occupes du début à la fin? Comme ça, tu pourrais récupérer les 140 ou 148 producteurs indépendants. Est-ce que tu veux cette liberté-là aussi? C'est sûr que là, on travaille avec des éleveurs en Ontario, puis dans les maritimes, on ne les laissera pas tomber. Là. On va continuer de travailler avec eux autres. Ça, c'est trop tard. Mais là, le problème que je vois venir, c'est que là, ils ont installé, dans les cotisations que je parlais tantôt, là, il y avait la grève de l'usine de Vallée, il y avait le détournement des animaux, il y avait toutes sortes d'affaires. Puis ça, il y en a encore. Là, ils ont recommencé à détourner des animaux encore vers les États-Unis après les fêtes. Donc, c'est un monopole qui active différents leviers, puis on dirait qu'ils ne s'en aperçoivent pas. D'un côté, tu as l'ASRA qui est comme qui force une augmentation de l'offre, qui permet une augmentation de l'offre parce que les producteurs sont protégés. De l'autre côté, ils font un programme de rachat qui diminue l'offre. Puis après ça, ils financent une fermeture d'usine d'Olimel en lui donnant des avantages qui est une diminution de la demande. C'est que là, ils sont dans le tour de contrôle puis ils payent sur tous les pitons en espérant que ça va donner quelque chose. Mais c'est sûr que ça ne donnera rien de bon. Là. Parce que la crise, là, Olimel, là, qu'on voit les fermetures, tout, c'est quoi cette crise-là qu'on voit? C'est que, justement, il y a trop d'offres ou ils ont des problèmes de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui fait que... surtout, écoute, c'est pas des petites affaires qu'ils ont annoncées là, dernièrement. Non, puis de l'argent public, il va aller, comme je disais, entre 500 millions et 1 milliard sur 2 ans. Non, puis ça, je dirais que l'industrie pas mal mondiale dans le port a été touchée. Avec le COVID, l'explosion des coûts d'énergie, l'explosion du coût des grains,
Ici, au Canada, la main-d'œuvre, pas capable d'avoir de main-d'œuvre, pas capable de transformer le stock, une inflation généralisée, le COVID n'a pas aidé. Tout ça a fait une crise. Et oui, bon, est-ce que maintenant, est-ce qu'il y a trop d'offres? C'est l'analyse que certains en font. Mais on est dans un marché mondial. Ben, c'est sûr que ce qui se passe en Asie du Sud-Est, ben, il y a un impact important, puis tout ça. Donc là, on va le voir avec le temps. Et là, ils ont pris la décision de diminuer l'offre. Mais si les coûts ne baissent pas, puis si la viande de porc ne prend pas de la place, ben moi, je pense que ce n'est pas nécessairement des bonnes nouvelles, à moins que les intrants baissent énormément. Là, ça va être tough encore pour la prochaine année. Quand tu dis pas des bonnes nouvelles, c'est quoi? Tu sens des augmentations de coûts pour le porc, pour les consommateurs? Ben, je pense que les coûts actuellement, VS, le prix qu'on obtient sur les marchés, nous, là, c'est sûr qu'on est un peu dans une catégorie à part en ce moment parce que justement, on n'est pas dans ce marché de commodité-là. Mais quand je regarde dans le marché de commodité, à moins que les intrants baissent beaucoup, ça va être difficile de rentabiliser les opérations. Là, puis on le voit, là, toutes les compagnies publiques qui sortent les états financiers, que ce soit les Tyson de ce monde, les Smithfield ou tout ça, ils ont tous eu des années difficiles. Bon, est-ce que ça va se poursuivre puis pendant combien de temps, le temps que ça se rééquilibre? C'est difficile à dire, mais c'est sûr que c'est pas une business facile en ce moment. Sans subvention, il y en a plusieurs. Sans subvention, le filet de porc en spécial à 2,99 une fois de temps en temps. Le spécial, ce serait 5,99. Là. Le problème dans notre industrie, c'est qu'il y a comme un disconnect entre les coûts de production puis la demande puis ce qui se passe sur le marché. Ça fait que, des fois, ce que vous voyez comme prix à l'épicerie n'est pas nécessairement connecté avec les coûts de production. Ça paraît drôle à dire, mais c'est le cas parce qu'on est sur un marché mondial. Et le problème au Québec, ça, c'est mon opinion à moi, c'est que les lois font que, et c'est justement... Moi, ma position, c'est que oui, il faut aider les producteurs, oui, il faut aider l'agriculture, mais ça devrait compenser des coûts supplémentaires qu'on exige aux producteurs comme société, que ce soit les coûts environnementaux, ou etc. Puis après ça, que tout le monde soit sur la même base. Mais d'aller choisir les gagnants, de choisir qui est supporté, qui ne l'est pas, ça n'a pas de bon sens. C'est une injustice qui est incroyable. Mais tous les systèmes de planification centralisés, là, puis je pense que... Je suis au bon endroit pour dire ça. Là, on le voit un peu en Europe. Les tracteurs des rues en Europe, en partie, il y a plusieurs raisons, mais en partie, autrement dit, c'est pour sauver l'agriculture locale. À un moment donné, Christophe, tu bien beau avoir des places bucoliques puis tu trouves ça beau, mais c'est pas de monde qui l'habite. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est ça. Là. Ici, au Québec, on parle d'occupation de territoire. On parle, là, Christophe, à un moment donné, il faut que ces fermiers-là en vivent là, de leur travail. Là. Exact. Et ça, peut-être que décompenser sur leurs coûts excédentaires pour qu'ils soient compétitifs puis les aider, mais de les laisser de la liberté, de les laisser innover. Voilà. Tu sais, la planification centralisée, ça n'a pas marché en Russie, ça n'a pas marché ailleurs. Ça ne marche pas dans le porc non plus. Il faut que tu laisses les entrepreneurs innover. Il y a nous autres, on a une façon de voir les choses avec nos produits, mais il y a d'autres producteurs. Là. J'en ai vu, il y en a un dans le Bas-Saint-Laurent là, qui nourrit ses porcs au seigle puis il les vend lui-même. Ben, moi, je me dis ces initiatives-là devraient être encouragées. Je comprends que les gens vont dire bon, mais ça, c'est une niche, ça, c'est pas beaucoup de produits, il faut regarder la grosse industrie. On veut de plus de diversité possible. Exact. C'est ce qu'on veut. Et là, une des choses. Puis nous, avant de faire cette démarche-là, puis même là, quand je suis venu vous voir après ça, là, on est allé cogner à la porte de tous nos députés où c'est qu'on a des installations. Moi, je suis allé cogner à la porte du ministère de l'Agriculture. Là, vous devez être aidé par le politique, là. Je suis allé cogner à la porte du ministère de l'Agriculture. Je suis allé cogner à la porte des 2 ministères de l'Économie. Il y a 2 ministres qui ont accepté de me rencontrer. Le ministre de l'Agriculture, je n'ai pas été capable de le rencontrer encore. J'ai rencontré le sous-ministre adjoint, sous-ministre. Et sont pris dans le système. Je n'ai pas de réponse. Ou ils ne sont pas d'accord puis ils ne veulent pas me le dire. Mais j'ai pas de réponse. Ça ne bouge pas. Là, on sollicite avec la démarche qu'on a faite parce qu'on sollicite des appuis publics puis on sollicite aussi l'appui du monde de dire signer notre pétition. Là, elle est sur je l'ai signé. OK, mais regarde, pour finir, on finit avec ça. Mais essaie de convaincre quelqu'un en 1 minute et demie pourquoi quelqu'un qui n'est pas dans votre domaine devrait aller signer la pétition. Ben dans le fond, là, on est une entreprise familiale, il n'en reste plus beaucoup. Les producteurs indépendants, là, s'il n'y a rien qui est fait, là, il n'en restera plus au Québec. La machine ou le système va les avoir avalés. Nous, pourquoi on milite, on dit donnez-nous une chance, là, laissez-nous sortir du système puis prouver que ça marche.
On a donné exemple les gens qui font du produit certifié bien-être animal pour nous, là, qu'on est avant-gardiste, qu'on va adresser, entre autres, le marché de la Californie puis du Massachusetts, où c'est que la réglementation évolue, puis tous les autres marchés où les clients qui sont des clients leaders et flagship dans leur industrie. Nous, là, on l'a vu, cette demande-là, puis on est capable de la servir. Puis dans la dernière année, là, ces producteurs-là ont reçu des primes. Oui, ils ont des coûts supplémentaires, mais ils ont reçu entre 71 et 72 $ de du breton pour mettre en place ces cahiers de charges-là, puis améliorer leur sort. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour certains producteurs qui ont le goût de faire ce type de produit-là, qui ont le goût de travailler avec nous autres, on pense qu'on a une petite partie de la solution pour l'agriculture du futur puis l'agriculture du Québec. L'agriculture du Québec, elle a des coûts plus élevés. On pense qu'elle doit s'adresser au marché de niche. Et pour faire ça, il faut arrêter de se battre à l'interne. Faut arrêter de se battre avec des règlements stupides. Il faut avoir tous les moyens pour être capable de mettre en marché ces produits-là pour faire du marketing. Moi, le 1,5 million, 1,7 million qu'ils m'ont pris dans la dernière année, là, je ne l'ai pas pour faire de la mise en marché. Puis je ne l'ai pas pour passer à travers la crise, qu'on a tous été touchés. C'est ça. Ouais. Et j'y arriverai pas si... C'est tellement dogmatique que j'y arriverai pas si je n'ai pas l'appui du public. Et à titre d'exemple, là, on a déposé notre demande. Le syndicat des producteurs nous disait qu'on n'avait pas le droit de déposer cette demande-là. Et là, on vient d'avoir une décision, mais la présidente de la régie est obligée de se récuser parce qu'elle dit qu'elle est trop proche du MAPAC. Là, l'autre régisseur, elle avait des liens également avec le syndicat des producteurs, mais là, la régie a décidé que c'était correct finalement. Ils sont juste 8-9 régisseurs, puis il ne faut pas trop être sévère, puis il ne faut pas trop regarder un peu la décision. C'est un peu de dire, OK, oui, mais les relations ne sont pas suffisantes pour altérer le jugement du juge, etc. Donc, on fight chaque pouce là, pour arriver. Parce qu'on sait que la machine au Québec, là, il y a 3 des 8 ou 9 régisseurs qui viennent de l'UPA. Fait que c'est sûr qu'on va l'avoir tough. Mais c'est pour ça qu'on a besoin du public. C'est pour ça qu'on a besoin que vous signiez notre... Les gens retrouvent la pétition où, Vincent? Sur Twitter, sur Du Breton, sur mon compte Twitter à moi, sur Facebook également. Ils vont voir des liens, là, puis on repartage de manière assez souvent... sur le site web, j'ai vérifié, là, on va essayer de la mettre plus évidente sur le site web. Elle n'était pas là, je pense, la semaine dernière. On va travailler là-dessus, mais assurément sur Facebook et Twitter. Là, il y a les Québécois, ce qu'ils veulent, là, c'est ils veulent des petites entreprises pour faire leur bière. Ils veulent des petites entreprises pour faire leur gin. Ils veulent des petites entreprises pour faire leur fromage. Ils en veulent... On veut avoir de plus en plus de produits, justement, plus nichés, plus de qualité, un peu différents. Mais ça ne veut pas dire que ça enlève la grande entreprise. C'est pas ça que ça dit. Mais dans tous les domaines que je viens de nommer, tous ceux qui font de la boisson, de gin, de la vodka, etc., sont tous sur le bord de crever. Les gens avec les histoires de bière, avec toutes les taxes accumulées qui sont obligés de vendre des bières à peu près 5,99, une canette qui leur coûte à peu près 1 piastre, s'ils étaient libres un peu plus de le faire, c'est des entreprises qui pourraient survivre, sont en train de mourir en ce moment. Crif, on tire de notre propre chaloupe tout le temps de même, alors qu'on a une belle diversité. C'est ça la force du Québec. Puis des gens comme vous autres, ben au contraire, faut pas les anéantir pour qu'ils disparaissent, qu'on se ramasse, c'est qu'un seul joueur qui fait un produit d'attitude, ça finit là. On veut avoir plein de petites entreprises familiales, des petites entreprises de niche qui font des produits différents, des fois de plus de qualité, avec telle chose. Le marché s'en va là. On ne peut pas s'éliminer de ça, c'est pas possible. Vincent, merci. Donc, fouillez sur les différents réseaux sociaux pour trouver les viandes du Breton. Vincent également est disponible sur Twitter. Là, vous pouvez avoir le lien pour signer la pétition. Mais je pense que ça touche tout le monde. Les pirates, c'est le genre de débat lequel nous autres, on se bat beaucoup dans plusieurs secteurs. La grosse machine qui veut anéantir toujours les joueurs un peu différents, les plus petits joueurs. C'est un combat que vous connaissez, donc allez encourager les producteurs de porc indépendants. Merci Vincent, toujours un plaisir de te jaser. Puis tu ne te gênes pas si tu as besoin de nous autres. Tu viens nous voir, on est toujours disponible. Merci pour l'appui de Radio Pirate. En passant, je pense que c'est Mr. White là, qui a dit qu'il ne faisait pas ça souvent, mais qui nous a appuyés avec le compte de Radio Pirate. C'est moi qui l'ai fait. C'est toi, Jeff? Ah, super, merci. Yes. C'est bien apprécié, c'est super. Ben, regarde, ça fait plaisir. Moi, Vincent, merci. Toujours un plaisir de te jaser aussi. Puis il faut dire en plus que Vincent est un bon pirate. Donc, on est parti. Merci à Jerry, merci à Yann Sénéchal, merci à Jerry, bien sûr, mon ami Jerry. Voilà, Jeff Fillion. Voilà, le lundi est fait. On s'en reparle demain sur le Prime et sur le Live.
Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio